Bienvenue à cet atelier sur l'antibiothérapie. Je vais commencer par remercier les organisateurs, la FMAPAT, mon ami le président Abdelileh, toute l'équipe marocaine et tout le monde. Moi, à force de venir au Maroc, je suis maintenant plus que de nationalité marocaine. Donc, c'est avec plaisir que je suis encore parmi vous. Tout à l'heure, je voulais prendre la parole pour ajouter un petit truc sur la BPCO. J'en profite maintenant pour ceux qui sont présents. Quand on a parlé de la BPCO de l'enfant tout à l'heure, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient dans la salle, il y avait eu le problème de la BPCO de l'enfant. Il faut savoir que la BPCO peut commencer dans l'enfance parce qu'il y a un phénomène qu'on a découvert ces derniers temps qui est la dysnapsie. C'est-à-dire la disharmonie entre le développement des branches et du poumon, et qui donne des petits VMS, et qui fait qu'on part déjà dans la vie avec un VMS très bas. C'est ce qu'on appelle les enfants dysnapsiques, qu'on découvre d'ailleurs à l'âge adulte, et c'est là le rôle un peu du scanner haute résolution qui a permis de mettre en place justement cette proportion entre développement du thorax, développement du poumon et développement de l'arbre bronchique. C'est pour ça qu'on commence à penser que la BPCO peut commencer dans l'enfance. D'ailleurs, dans les trajectoires, on a fait des trajectoires à petits poumons et des trajectoires à volume, c'est-à-dire à débit important ou normal, ce qui fait qu'on a constaté que ceux qui ont des petits poumons ont tendance, quand ils fument, même sans fumer, à faire des BPCO non tabagiques ou tabagiques. Ceci étant... Aujourd'hui, c'est un atelier très particulier. On n'a pas l'habitude de faire des ateliers dans l'antibiothérapie, mais vous allez voir qu'il y a eu un remue-ménage, ou un remue-ménage, comme vous voulez, qui s'est déclaré pratiquement en 2019, disons en 2018, lorsque les États-Unis ont constaté qu'il y avait une très forte mortalité au niveau des pneumonies aiguës communautaires dans les populations, ce qu'ils appellent eux de vétérans, mais en fait les populations de vétérans, c'est les populations de retraités qui ne sont pas pris chez eux, mais qui sont pris dans des institutions publiques ou privées. Et on s'était rendu compte à ce moment-là qu'il fallait modifier certaines choses et certains comportements, et qu'on a laissé partir, si vous voulez, cette prescription d'antibiotiques, parce que ce qui prescrit le plus, c'est l'antibiothérapie, et on a commencé à mettre un premier consensus. Alors le terme de consensus, je vais vous dire comment il a été monté, parce qu'on ne va pas le répéter 100 fois. C'est un consensus qui a été monté selon la méthode Delphi. Alors c'est quoi la méthode Delphi? C'est une méthode qui consiste à prendre, si vous voulez, des experts, considérés comme experts, et on fait avec eux un premier round de questions qui intéressent le sujet. Et quand on voit qu'il y a plus de 70% de réponses consensuelles, on prend le lot des 70% et on fait un deuxième round avec. Et quand on voit que dans le deuxième lot des 70%, on a aussi une proportion qui répond de la même façon aux questions, on reprend ces gens-là pour le troisième round. Et au bout du troisième round, ça peut durer quelquefois une année et demie. Au troisième round, on établit que le consensus est un consensus d'experts basé justement sur la consensualité des personnes-là sur le problème qui s'est posé. Alors, toutes les modifications en antibiothérapie n'ont pas été des modifications qui ont été faites sur des essais cliniques, c'est des modifications qui ont été faites sur des rounds de consultation. Pour la bonne et simple raison que vous connaissez tous, c'est qu'aucun laboratoire pharmaceutique n'a lancé un nouveau produit et que nous, médecins, on n'a pas, ou sociétés, on n'a pas, si vous voulez, la capacité d'investir dans des essais cliniques, donc on s'est rabattu sur ce mode de comportement. Voilà les raisons pour lesquelles a été lancée, si vous voulez, l'idée d'une révision de l'antibiothérapie, d'une révision de notre façon de voir, et, si vous voulez, de consensus qui sont apparus. Et vous allez le voir tout à l'heure, on s'est basé sur un certain nombre de consensus, et particulièrement le dernier qui est sorti en 2024 puis en 2025. Alors pourquoi on s'est basé sur ça? Parce que celui-ci a été un round, un Delphi, qui s'est basé sur les deux autres consensus. C'est-à-dire qu'on a pris le nectar du nectar pour vous informer de ce qui se fait actuellement ou de ce qui est préconisé à faire.
Et je donnerai un peu mon avis parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on est obligé de se fier, si vous voulez, à ce que consensuellement est admis. Donc je vais donner la parole à mon ami Zohair qui va démarrer l'atelier, si vous voulez, en quelque sorte. Merci Sali pour Alors, votre juste un petit mot, Zohair, l'atelier est interactif. Si vous avez des remarques, on arrête et on entend vos remarques et on répond. Bernard. Merci Ali, tu me permets de faire une remarque étymologique. Oui. C'est que Delphi, c'est la ville de Delphes, tu le sais Oui. aussi bien que moi. Et donc, c'était là, on demandait à la Pythie l'oracle de Delphes. Oui. Et donc, les experts deviennent des gens qui demandent l'oracle de Delphes. D'où cette expression de méthode de Delphi, ça vient de là. Parce que Delphi, c'est le nom anglicisé de Delphes. Donc, c'est extraordinaire de voir qu'au plan scientifique, on a repris une idée de la théogonie donc, grecque pour demander l'oracle de la science. Alors l'oracle, en quelque sorte, c'est le conseil de Dieu. Comme ça, vous savez ce que c'est. Bon. Merci Sali. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un atelier interactif sur l'antibiothérapie dans les infections respiratoires. Donc l'année dernière, nous avons fait un atelier sur la toux. Aujourd'hui, on va traiter un atelier sur les infections respiratoires. Pour avancer. Voilà, en fait, pourquoi on en parle souvent? Parce qu'il y a une problématique actuellement avec ce qui se passe. Nous avons une surconsommation d'antibiotiques, surtout avec la période de Covid. Nous avons remarqué qu'il y a un développement de résistance bactérienne assez importante. Et puis, l'inquiétude, c'était que depuis un moment, nous n'avons pas trouvé de nouveaux antibiotiques. Nous avons une pénurie au niveau des antibiotiques. Et donc, du coup, nous avons un souci pour pouvoir trouver des antibiotiques qui sont actuellement efficaces avec la menace d'avoir, ça marche pas, la menace d'avoir des infections auxquelles on ne trouve pas de solution. On va avancer ici. Et donc, vas-y Sali, tu vas commenter ça. Je vais commenter, si vous voulez, cette plaque parce qu'elle est très importante. Ça, c'est les deuxièmes journées d'antibiothérapie européenne. Ce n'est fait ni au Maroc, ni en Tunisie, ni au Burundi. Regardez ce qu'ils disent. Il y a inquiétude de la résistance, il y a inquiétude du fait qu'on ne peut plus traiter des infections, il y a inquiétude des virus émergents. D'ailleurs, vous avez remarqué cette année le fait qu'on ait eu un virus puissant comme le Covid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait table rase de tous les virus qui étaient à côté. Il a prédominé à tel point qu'on ne voyait même plus de tuberculose qui apparaissait. Et puis, lorsqu'il avait disparu, parce qu'il a fait des phénomènes de mutation, il a fait les 5 mutations, si vous virales admises pour disparaître, vous avez vu que les virus grippaux qui sont venus cette année, c'était des virus sélectionnés qui ont pris la place. Donc, généralement, quand on a des phénomènes, si vous dominants, il y a toujours des virulents qui arrivent après, parce que tout ce qui est faible disparaît. Donc là, c'est exactement la même chose pour les bactéries. À force d'installer l'antibiothérapie, on a des phénomènes de résistance. Ils se sont inquiétés à tel point, jusqu'à la moitié des antibiotiques dans les hôpitaux sont inutiles ou inappropriés. Je ne parle pas de la Tunisie, je parle des pays européens. Et cette inquiétude-là a fait qu'on s'est dit, il faut commencer à trouver une solution. Il y a une plaque que je n'ai pas voulu mettre, qui est celle de voir des enfants en 2050 mourir d'une otite, parce qu'on n'aura plus rien à leur offrir. Non, c'est pour ça qu'on se dit, il faut quand même essayer, nous, dans notre pratique, de raisonner, de trouver une solution. Et puis, ils insistent sur le bon usage. Alors, là, ils disent le bon usage. Maintenant, on dit soit bon usage, et l'inverse du bon usage, c'est quoi? C'est le mésusage. Donc, vous allez trouver maintenant mésusage des médicaments. Alors, il faut aller au bon usage. Le bon usage, ça ne veut pas dire uniquement prescrire. Vous allez voir toute la liste des conditions qu'il faut avoir. Alors, nous avons essayé sur le plan historique d'instaurer, si vous voulez, cette chronologie des antibiotiques. 1928, découverte de la pénicilline. 1940, résistance à la pénicilline. Juste pour vous donner une idée, en Tunisie, en 1942, lorsque les Américains avaient débarqué pendant la Deuxième Guerre mondiale, on faisait une injection d'1 gramme pour les méningites et les gens étaient sauvés. Combien coûtait à l'époque, combien ils achetaient les gens? Ils achetaient à peu près en argent tunisien, à peu près 4 millions de millimètres, c'est-à-dire 1500 € le gramme, à l'époque.
pour vous dire à quel point. Parce que chaque soldat américain avait 1 gramme de pénicilline dans... Mais comme c'était le seul qui était utilisé, la résistance s'est vite installée. Tu avances un peu. 48 découvertes des macrolides. En 1950, regardez le temps, 28-48, avance Zohel s'il te plaît. En 1950, en rouge, les résistances ont commencé à s'installer. C'est la fin de l'âge d'or, et puis on a découvert les fluoroquinolones, les carbinopènes, avance. 1985, résistance au fluoroquinolone, on avance. 1993, résistance au carbinopène, et puis dernier antibiotique sorti, tigecycline, l'efamulline, omadacycline, et le seul qui est utilisé, c'est le premier. Donc actuellement, dans la tête déjà, dans la tête des épidémiologistes, dans la tête de l'OMS, eh ben, c'est l'ère post-antibiotique. Déjà, on part sur l'ère post-antibiotique. Vous voyez ce couperet-là, c'est ce qu'on appelle la fin de l'âge d'or. Et là, ça commence l'âge de développement des résistances. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'études, mais il n'y a pas vraiment de concret par rapport à la découverte de nouveaux antibiotiques. On a repris un peu les antibiotiques pour trouver une modification pour avoir de nouveaux, mais il y a vraiment un problème, il y a un souci, on commence à le retrouver. Les infections à germes résistants qui commencent à s'installer actuellement et auxquelles on risque de ne pas trouver de solution. Regardez le GREPI, le GREPI, c'est le groupe de travail de la SPLF pour les maladies infectieuses. Qu'est-ce qu'il dit? Avec l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Recommandation de bon usage, préserver l'efficacité en améliorant le bon usage, une priorité de santé publique. Et vous allez voir la prochaine plaque. Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser, c'est pas fini. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Et regardez ce que dit l'OMS. L'OMS vient de sortir ce slogan, l'antibiorésistance est une pandémie silencieuse. À tel point, le problème a pris une aura importante et est devenu très, très important. Et en même temps, il y a une gravité qui s'annonce derrière. Et donc là, les antibiotiques, il faut savoir que, juste pour rappeler que les antibiotiques doivent être prescrits pour une infection, pas pour traiter un symptôme. Donc c'est pour traiter une infection par des symptômes. Et donc ça atteigne toutes les bactéries commensales et pathogènes. C'est que quand vous allez prendre un antibiotique, vous allez... Ah, je prends l'autre micro. Moi, je vais parler là. Et donc, quand vous allez prendre des antibiotiques, vous allez quand même agir au niveau de votre flare saprophyte, et puis savoir que ça n'a aucun incidence sur les symptômes, et peuvent également avoir des effets indésirables. Prochaine, Sally. Donc, il faut savoir également que les infections virales présentent le plus d'infections qu'on trouve. Et puis, il faut toujours se donner les moyens pour confirmer un germe. L'antibiothérapie qui n'est pas basée sur d'une confirmation de germes risque d'aboutir vers le développement de résistance. Et donc, faute de progression dans les innovations, nous avons une seule solution, c'est de pouvoir puiser dans notre stratégie et améliorer pour pouvoir éviter le développement de résistance ultérieure. Donc, une antibiothérapie qui est justifiée et bien conduite exige une réflexion préalable qui doit intégrer des paramètres microbiologiques, pharmacologiques, et on va retrouver ça dans notre atelier, savoir quand est-ce qu'on va demander des examens et savoir avoir une attitude qui est rationnelle pour cela. Donc pour cela, Sally, je vous laisse la parole de commenter ce graphique. Alors j'ai essayé de faire un peu ce schéma pour montrer la relation tripartite qu'il y a dans cette antibiothérapie. Il y a le patient, il y a l'antibiotique, il y a la bactérie. Alors la relation qui est entre le patient et l'antibiotique, c'est ce qu'on appelle la pharmacodynamie. C'est PK. Alors c'est le choix de l'antibiotique, sa toxicité et son efficacité sur le germe. L'antibiotique, ce qui est important, c'est la dose à prescrire. La relation qui est entre l'antibiotique et la bactérie, c'est la pharmacocinétique. C'est la pharmacodynamie. De l'autre côté, c'est la pharmacocinétique. Pharmacodynamie, elle est caractérisée par quoi? Par la résistance d'un côté et la bactéricidie de l'autre. Donc il y a deux paramètres qui sont importants à définir. C'est la CMI
mais pas autant que la CMI. Beaucoup plus important, c'est la CMB. C'est la concentration minimale bactéricide. C'est elle qui va nous dire si l'antibiotique est un antibiotique qui est capable, si vous voulez, de tuer le germe et de l'éradiquer. Et puis, encore un élément beaucoup plus important, qui est la durée. Donc, au-delà de la durée, on va se trouver en fait, non plus dans une prescription quand on prescrit, mais dans une stratégie d'approche pour pouvoir définir notre comportement de médecin prescripteur devant l'infection bactérienne qu'on a considérée comme bactérienne, qui n'est pas toujours démontrée et toujours sur des éléments probabilistes. Alors, je te laisse la parole, Zoé. Ok, donc l'antibiothérapie a des définitions pour savoir quels sont là où on doit utiliser. Donc il y a l'antibiothérapie qui est curative, qui va être soit probabiliste, soit dirigée, qui va avoir comme conséquence de pouvoir tuer les germes. Elle peut être également prophylactique, quand on donne un antibiotique, avance la prochaine. Voilà, quand on veut éviter l'apparition d'une infection dans certaines situations. Donc comme les infections, pour éviter une infection chirurgicale, orthopédique ou méningite également. Suivante. Alors, il y a des questions importantes à se poser à chaque fois. D'abord, l'indication. Quand est-ce qu'il faut prescrire un antibiotique? Également, le site d'infection. Quel antibiotique choisir en fonction du site et en fonction, ça dépend de la bactérie, également, ça dépend également du terrain. Faut-il utiliser un seul antibiotique ou une association? Quelle est la posologie qu'on doit donner et quelle voie d'administration il faut donner dans chaque infection? À quel rythme? Il faut savoir si on va faire une antibiothérapie probabiliste ou antibiothérapie ciblée. Et enfin, parfois, le recours à la chirurgie permet de résoudre une infection telle que dans les pleurésies purulentes ou dans les abcès. C'est-à-dire qu'au-delà de l'antibiotique, il y a toujours un moyen, si vous voulez, d'aider l'antibiothérapie par un acte complémentaire. Pour le cas particulier qui nous intéresse, nous pneumologues, il y a ce qu'on appelle le drainage chirurgical ou non chirurgical. Et ça, c'est un phénomène important de savoir qu'il y a toujours le complément de l'antibiotique. Il faut penser au complément de l'antibiotique lorsqu'on est en face, par exemple, d'une infection qui est allée au stade de la purulence. Alors, les règles de prescription actuelles, on est dans le probabiliste, qui est se référant à l'étiologie bactérienne la plus probable. Je pense que quand on a une PAC, une pneumonie aiguë communautaire, le plus probable, c'est qu'on en fasse d'un pneumocoque. Les caractéristiques du patient, surtout le terrain, insister énormément sur le terrain. Diabétique, hypertendu, l'âge, le poids, la fonction hépatique et rénale, parce que 90% des médicaments s'éliminent soit par le foie, soit par le rein. Le spectre aussi est très important. Alors, concernant le spectre, il faut savoir que maintenant, on privilégie les spectres étroits par rapport au spectre large. Plus on est dans le spectre étroit, mieux ça vaut, mieux on cible. Et la durée, moi je vous conseillerais demain vraiment d'assister, non pas demain, samedi à 8h, il y aura un cours sur la durée. Et ce cours-là est fait par le professeur Sami Kamoun, que je connais bien. Il faut assister parce que c'est un cours qui va complètement nous faire basculer notre comportement vis-à-vis de la prescription. Donc le traitement doit être prescrit par voie orale. Parfois, il faut savoir dans quelles infections on peut donner. Ça diffuse également pareil que pour les voies injectables. Il faut respecter les posologies. Il faut toujours évaluer l'efficacité. Si jamais on va donner un traitement probabiliste, il faut dans les 48 à 72 heures, on doit revoir la situation et savoir si on est efficace ou non et veiller sur l'observance du traitement. Et également éviter toute prescription d'antibiotiques. Il faut savoir qu'également il y a un autre problème pour la résistance, c'est l'utilisation des antibiotiques dans le monde animal, qui font qu'il y a un développement des résistances et qu'on retrouve ça dans la nature également, ça va. Et donc là, c'est une notion importante, c'est de pouvoir évaluer et on va la voir après dans notre cas clinique. Sur cette donnée qui est la recommandation forte, grade A1, celle de vérifier. Non, je dis que cette condition, cette recommandation que vous voyez là qui s'est affichée, c'est un grade A1. Il faut absolument toujours contrôler l'antibiothérapie par voie téléphonique parce qu'on a les moyens 40 à 72 heures après.
quel que soit le cas, même si vous la considérez comme banale, même si vous considérez qu'il va guérir, mais il faut absolument contrôler, parce que de ce contrôle-là, vous prendrez la décision, si vous voulez, de la durée du traitement. Et puis il y a certaines règles actuellement à respecter. D'abord, si on a un test d'orientation comme dans l'angine à streptocoque, on peut ne pas donner d'antibiotiques. La présence de bactéries dans un prélèvement ou l'aspect mucopurulent ou purulent des expectorations ne signifie pas une infection. Donc et la bise sous traitement antibiotique n'est pas une urgence. C'est-à-dire qu'on peut se donner le temps de réfléchir avant de mettre le patient sous antibiotique. On pourra également faire une fenêtre thérapeutique pour pouvoir par la suite adapter le traitement antibiotique. Et donc il faut toujours évaluer dans les 48 à 72 heures après. Le choix des antibiotiques, il faut savoir déterminer la bactérie la plus fréquemment responsable du site infectieux. C'est-à-dire comme on fait pour les pneumopathies infectieuses, on sait que la majorité des germes, c'est surtout le pneumocoque, donc auquel, si on va donner une antibiothérapie probabiliste, il faut cibler d'abord ces germes-là, donc ça veut dire l'amoxicilline et ses dérivés. Donc il faut choisir un antibiotique qui est reconnu comme efficace sur ce germe-là et capable également de diffuser, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le graphique. Réévaluer toujours après 48 à 72 heures, préciser la durée de traitement. Et la tendance actuelle, c'est dans le raccourcissement de la durée des antibiotiques, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, plus on donne un antibiotique de façon une durée plus longue, plus on favorise les résistances. Et on détruit plus la flore saprophyte que nous avons. Et ne pas toujours dépasser 8 jours d'antibiotiques sans justification. Ça aussi, c'est un grade A. Le fait, si vous décidez de dépasser, nous on a mis 8 jours, mais c'est entre 7 et 8e jour. Si au 7e jour, vous décidez de basculer vers une prolongation de l'antibiothérapie, ou de changer un antibiotique, ou d'associer un antibiotique, il faut que ça soit justifié, parce qu'il y a peut-être une erreur de diagnostic, ou parce qu'il y a un train qui en cache un autre, une complication qui est venue aggraver la situation du patient. Donc, à partir du 7e jour, s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, il faut aller justifier le fait que vous allez changer d'antibiotique, associer ou continuer le même antibiotique. Donc ça, c'est une condition très très importante. Et parfois, on se pose la question, quand est-ce qu'il faut associer des antibiotiques? Alors, soit on associe des antibiotiques pour élargir le spectre, donc mieux cibler l'infection. Le cas habituel, c'est la tuberculose, auquel on associe 4 antituberculeux. Donc, il faut également... On associe pour obtenir une synergie d'action, c'est comme les infections nosocomiales, les infections nosocomiales dans lesquelles on doit donner 2 antibiotiques pour éviter les résistances et pour être plus bactéricide. Soit pour prévenir l'émergence de germes résistants dans certaines sources, comme je l'avais dit, Pseudomonas, Cyanidobacter, Enterobacter, etc. Et dans certaines situations particulières, chez les patients qui ont une immunodépression, une aplasie fébrile, les infections plurimicrobiennes, des endocardites, on associe également les antibiotiques. Maintenant, notre atelier va se baser sur 2 recommandations importantes et sur lesquelles on va se baser pour les cas cliniques qu'on va présenter. D'abord, il y a cette recommandation qui est parue dans l'HAS, la SPILF et la SPLF, qui concerne le choix et la durée d'antibiotiques dans les exacerbations aiguës de BPCO, qui est parue en juillet 2024. L'autre recommandation, elle vient de sortir, elle est parue en mars 2025. Elle concerne la prise en charge des infections respiratoires, les pneumonies aiguës communautaires chez l'adulte jeune, et qui a été fait avec la collaboration de la SPLF, de la SPILF, de la Société de réanimation de langue française, la Société française de microbiologie, la Société française de radiologie et la SAFEMI. Alors ça, c'est, si vous voulez, la synthèse des experts français, mais qui se sont basés, si vous voulez, sur en fait 4 grandes sociétés savantes. Les 2 premières sociétés savantes sont des sociétés américaines. La gigantesque société qui, elle, décide de l'antibiothérapie, c'est l'IDSA, c'est-à-dire l'Infectious Disease Society of America, qui est très puissante. L'ATS la suit, et puis il y a l'ERS, il y a le NICE. Le NICE, qui est la société anglaise, qui est aussi excessivement puissante, qui, elle aussi, a sorti ses recommandations en 2000. Les premiers Américains ont sorti en 2019, l'ERS en 2021, le NICE en 2022. Et les sociétés françaises ont pris le relais justement pour reprendre un Delphi sur ce qui a été dit, en plus de l'expérience française, pour sortir.
Donc c'est pour ça que, en fait, on ne va pas parler des autres parce que ça, c'est la synthèse des plus grandes sociétés qui s'intéressent à l'infectiologie. En sachant que la société américaine regroupe la société japonaise qui participe et en même temps, de l'autre côté, elle regroupe les sociétés LALAT, c'est-à-dire la société sud-américaine. Donc on a pratiquement le monde entier qui est sur ce consensus-là, qui a été réuni par d'un côté l'HAS, de l'autre côté la SPLIF, c'est-à-dire la Société de pneumologie, d'infectiologie de langue française. Et donc là, on va passer à la partie pratique de l'atelier. Donc on a bien fait un rappel, on passait en revue un peu tous les consensus et le rappel concernant les infections respiratoires. Maintenant, on va vous présenter une situation clinique d'un patient âgé de 67 ans, tabagique à plus de 60 paquets années, non sevré, qui continue toujours à fumer. C'est un artisan peintre à la retraite et qui est connu, diagnostiqué pour BPCO. On n'a pas vraiment tous les éléments, mais il se dit être suivi dans un service spécialisé pour BPCO. C'est un patient qui prend irrégulièrement son traitement de fond et qui fait des exacerbations fréquentes. Donc, qui consulte son médecin de famille d'abord pour les infections. Et le médecin retrouve dans ses antécédents une cardiopathie ischémique. C'est un patient qui a une allergie au bêta-lactamine et qui a été hospitalisé il y a 6 mois pendant une semaine pour une exacerbation de la BPCO. Le patient est adressé par son médecin traitant parce qu'il y a eu un échec du traitement, donc il a adressé au médecin spécialiste. Alors il a eu un échec de son traitement symptomatique. Parce qu'il était parti, il a considéré que c'était un épisode grippal, et puis il lui a donné un petit traitement symptomatique. Il n'a pas mis d'antibiotiques. Enfin, lui, il n'en a pas mis. Le médecin généraliste, médecin de famille, il a donné un peu de paracétamol, un antitussif, un mucolytique. Bon, en fait, il a considéré que c'était un épisode banal qui ne nécessitait pas viral, qui ne nécessitait pas d'antibiothérapie. Alors le médecin généraliste a trouvé qu'il a une toux persistante depuis 10 jours, qu'il a des expectorations qui sont purulentes et qu'il rapporte une fatigue, un fébricule nocturne qu'on n'a pas chiffré. Et donc l'examen du médecin qui l'a examiné trouvait une température à 38,2, fréquence respiratoire à 20 cycles par minute, une tension correcte, fréquence cardiaque inférieure à 90 et une saturation à 84% à l'air ambiant. Et à l'examen, il y avait quelques râles crépitants. Alors son médecin, comme a dit Sally, a jugé de ne pas lui prescrire d'antibiotiques. Il a mis sous traitement symptomatique. Alors maintenant, on va vous poser une question pour savoir est-ce que l'antibiothérapie dans ce cas particulier était-elle justifiée? Je vous laisse l'observation. Est-ce qu'il fallait mettre ce patient sous antibiotiques? Vous pouvez prendre la parole là, si vous voulez. Ouais. Il y a un troisième micro. Oui, c'est Ali. Il y a une indication à indiquer l'antibiothérapie chez ce patient. Nous avons une expectoration purulente sur toute la journée. Ouais. Nous avons un fébricule, un passé lourd d'irrégularité thérapeutique, bien sûr, et son tableau de BPCO. Donc moi, je mettrais une antibiothérapie. D'accord. Oui, avant la réponse, je vais vous dire que 99% des BPCO au stade où il est crash purulent tous les matins, enfin crash purulent, ont des expectorations colorées, disons, on ne dit pas purulent, et que c'est très commun chez eux. Et le bronchitique chronique, il fait sa toilette matinale, il crache souvent. Est-ce que la purulence, on l'a dit tout à l'heure, est un critère pour mettre le malade sous antibiotiques? C'est ça. Est-ce que certains disent non? Et oui. Puis il faut expliquer pourquoi. Oui. Ouais. C'est pour ça que cette réflexion-là, c'est pour éviter le développement de résistance. Donc tout ça, même les consensus qu'on a, c'est pour éviter cette surprescription d'antibiotiques et le développement de résistance. Oui. Donc je suis sûr que vous n'êtes pas le premier à voir ce patient. Son médecin traitant l'a vu déjà, il a prescrit des antibiotiques. Parce que le problème, c'est que les généralistes, ils voient les malades avant. Oui. Et déjà, les malades, ils ont un antibiotique, voire 2, voire 3.
Donc nous, les pneumologues, on est vraiment les derniers à prescrire des antibiotiques. Oui, Dans ce cas-là, moi, je fais un examen cytobactériologique de crachat avant de décider si je mets ou pas. D'accord. Donc NECVC. Il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole comme ça rapidement, hein? Qu'on disait autrefois. Ah, Les critères d'Antonisen, est-ce qu'ils sont toujours valables ou pas pour, on a posé la question, on va donner la réponse. On va vous donner la réponse. Non, il faut lui donner la... Parce que sinon, ils n'entendent pas. Il faut s'aider par quoi? Par un examen biologique, peut-être une numération formule, CRP, IBS. Oui. Et je suis pour l'antibiothérapie dans la mesure où ça dure depuis 10 jours. L'exacerbation dure depuis 10 jours. Oui, mais le problème... L'infection virale, normalement, il peut se manifester bruyamment les 3 premiers jours. Et après, il y a une amélioration. Les règles de la littérature actuellement disent qu'une CRP, quand elle est à moins de 40, chez ces malades-là qui ont toujours des CRP un peu plus élevés que d'habitude, la CRP, elle est surtout, elle est plus pour l'inflammation, contrairement à ce qu'on pense, que pour l'infection. Mais elle est concomitante aussi dans les infections par son phénomène inflammatoire. Donc on dit qu'il faut qu'elle soit supérieure à 40 pour qu'on puisse, si vous voulez, parler réellement d'une infection, je ne dis pas confirmée, mais au moins documentée. Ah? Un cliché thoracique. La cliché thoracique. D'accord. Oui. Ah? On va... D'accord, on va avancer. On va avancer. Donc en fait, 60% des exacerbations aiguës de BPCO sont d'origine virale. Ça, c'est important. Et donc l'antibiothérapie est recommandée aux patients qui présentent une exacerbation modérée à sévère de la BPCO, qui est définie par au moins 2 des 3 symptômes. 1, l'augmentation de la dyspnée. Chez ce patient, nous n'avons pas ça. L'augmentation du volume de crachat, nous n'avons pas ça. Et la purulence. Donc pour ce patient-là, nous avons juste la purulence des crachats. Donc c'est insuffisant pour justifier une antibiothérapie. Et parfois, la nécessité d'une hospitalisation, elle justifie la mise sous antibiotiques, bien sûr. Donc il y a cette triade, l'augmentation du volume des crachats, l'augmentation de la purulence du crachat et la majoration de la dyspnée qu'on retrouve dans la BPCO. Il faut que nous avons 2 sur les 3 qui sont réunis pour démarrer une antibiothérapie. Ça, ce qui est dit dans la littérature, mais ce serait que la réalité en est autre. Zouhair, juste ajouter quelque chose. Il y a une différence entre les critères d'Antonisen pour déterminer l'exacerbation et les critères d'Antonisen pour déterminer l'infection bactérienne. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'Antonisen, quand il avait ça, c'était pour déterminer, en quelque sorte, c'était pour déterminer l'exacerbation. Et encore, on a ajouté un autre critère qui a été ajouté par le monsieur que j'avais cité en 2000, Rodriguez Roissin, qui est maintenant soutenu formellement par le Gold, c'est le fait, lorsque vous avez un traitement complémentaire à visée cardiologique ou à décompensation. Donc mais ce n'est pas parce que vous avez ça que forcément vous faites une exacerbation bactérienne. Donc l'exacerbation bactérienne, elle naît dans le cas particulier, c'est le diagnostic de l'exacerbation. C'est dans tout cela l'augmentation des volumes, le changement de purulence et l'odeur des crachats qui va être beaucoup plus... Il va vous dire, mes crachats ont changé d'odeur. Donc il va aller dans le sens de la bactériologie, ce qui nous permet, nous, d'aller plus loin dans ce sens-là. Mais ça, c'est des critères d'exacerbation, ce n'est pas des critères forcément d'infection. C'est ça la petite différence sur laquelle je voulais insister. Tout en sachant qu'il faut toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, réévaluer au bout de 48 à 72 heures. Donc le médecin généraliste qui l'a mis sous traitement, il avait raison. Mais nous, par exemple, quand on reçoit le patient, c'est un patient qui devrait bénéficier d'un traitement antibiotique parce qu'il y a eu un échec de la première approche de ne pas lui donner un antibiotique. Donc si l'antibiothérapie initiale est indiquée, elle doit cibler l'hémophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, et Streptocoque pneumoniae, c'est les germes les plus retrouvés dans les exacerbations de PPCO stade 1, stade 2. Elle doit aussi tenir compte des facteurs de risque d'échec thérapeutique et de complications. Alors, quels sont ces facteurs de risque d'échec et thérapeutique? C'est-à-dire, c'est ces chiffres-là. D'abord,
la présence de plus de 2 exacerbations par an ou un épisode qui a nécessité l'hospitalisation. C'est le cas de notre patient. Par ailleurs, nous n'avons pas d'idée sur l'exploration fonctionnelle, mais il faut savoir qu'un VMS inférieur à 50% de la valeur prédite, c'est un facteur de risque d'échec thérapeutique. Une comorbidité comme notre patient qui a une cardiopathie ischémique, c'est également un facteur de risque d'échec thérapeutique. La prise de cure répétée d'antibiotiques ou l'absence de réponse clinique telle que c'était le cas de notre patient au traitement. L'âge pour notre patient, c'est 67 ans. Également, c'est un facteur de risque. Donc, dans ce cas particulier, il faut prendre en considération cela pour pouvoir lui donner une antibiothérapie. Alors, c'est vrai qu'on va parler des recommandations françaises, mais là, je vous reprends les recommandations du NICE. NICE dit que, dans notre cas particulier, ce qu'on va donner, on doit donner l'association, l'amoxicilline, l'acide clavulanique. Parce qu'on est devant des facteurs de risque d'échec thérapeutique. On ne peut pas donner de l'amoxicilline à ce patient-là parce que nous avons pas mal de facteurs de risque d'échec thérapeutique. Et donc, en première attention, mais notre patient, il est allergique à la pénicilline. Qu'est-ce qu'on va lui donner alors? Qu'est-ce que vous proposez? D'accord. Pristinamycine. Est-ce qu'il faut toujours donner de la lévofloxacine directement? On peut toujours donner autre chose. Donc, alors, les recommandations françaises disent que pour ce patient-là, on peut donner, en cas de problème, on peut donner du Bactrim, actuellement, qui est proposé. Le Bactrim à la dose de 600, 800 sur 1160 mg, on peut donner un comprimé 2 fois par jour. Il est aussi proposé la stéréaxone, la rocéfine, à la dose de 1 à 2 grammes une fois par jour pour avoir intraveineuse ou sous-cutanée, ce qui n'est pas tellement commode pour quelqu'un qu'on ne va pas hospitaliser. Donc c'est un patient qu'on va traiter en ambulatoire. Donc on peut démarrer le Bactrim pour ce patient-là. Donc, mais vous regardez bien que même pour les recommandations françaises, on donnerait plutôt amoxicilline, acide clavulanique si jamais il y a des facteurs de risque d'échec thérapeutique. Sally, tu as une... Non, mais au moment de... Parce que c'est un cas réel, celui-là. Au moment justement de la discussion, là où je ne suis pas d'accord, c'est la position du Bactrim. Moi, je trouve que la pristinamycine aurait plus eu sa place que le Bactrim dans ce genre de cas. Et je n'ai pas compris pourquoi. Et puis, en cas de rupture de stock, ils ont mis rupture de stock de quoi? Je n'ai jamais compris cette notion de rupture de stock. Mais je sais pourquoi, parce qu'actuellement, il y a des produits manquants en France, donc on passe à la situation. Mais là, vous savez, chez nous, je vous dis honnêtement, et c'est là où il faut avoir une vie réelle du Maghreb, si vous voulez, en quelque sorte, c'est un malade où j'irai plus vers la pristinamycine que aller vers le Bactrim. Eux, ils ont mis le Bactrim parce qu'il y a le phénomène d'anaérobie, parce que ce sont des gens qui font des infections à répétition. Mais pour ma part, je pense que l'attitude, la nôtre, serait plus la piostacine, la pristinamycine. Voilà. Le problème, c'est que... Le problème des quinolones, regardez où est-ce qu'ils sont situés. Les quinolones sont toujours situés actuellement en dernière position. C'est l'ultime position. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que où se trouve l'action des quinolones? À quel niveau les quinolones vont agir sur la bactérie? À quel niveau? Vous savez à quel niveau elles agissent? Au niveau de l'ADN. Donc elles agissent au niveau des zones de mémoire. Et c'est l'antibiotique qui, en fait, pose le plus de problèmes de résistance. Donc c'est un antibiotique qu'il faut vraiment préserver comme il faut. L'autre problème qu'il a, c'est que c'est un antibiotique à concentration dépendante. Il n'est pas à temps dépendant. C'est un antibiotique qui est à concentration dépendante. Et quand on regarde la courbe de sa pharmacodynamie et de sa pharmacocinétique, on a, si vous voulez, pour les résistances mutants, une fenêtre qui s'appelle la fenêtre de sélection des mutants. Cette fenêtre, pour cet antibiotique, elle est large. C'est pour ça qu'on a créé le 750. C'est pour réduire la fenêtre. Donc, il n'est pas intéressant de donner ce produit, sauf en dernière intention. C'est pour ça que je dis, évitez ça. La piostacine, comme elle ne se copie pas, c'est un produit naturel à moins de résistance, elle a une action différente. Donc,
à mon avis, deuxième choix pour moi, c'est la pristinamycine, avant même de mettre les fluoroquinolones. D'ailleurs, on le retrouve dans toutes les dernières recommandations françaises. La lévofloxacine, elle est toujours au dernier recours. Elle n'est jamais citée. Je te donnerai la parole. Concernant la position des macrolides pour les sociétés américaines, c'est qu'au niveau de ce qu'on appelle les institutions des vétérans en question, dont j'ai parlé, la contamination la plus importante, c'était la contamination d'atypiques. Donc eux, ils ont une tendance à aller plus vers les macrolides que les autres. Mais ce n'est pas notre cas. Aucun d'entre nous ne va donner son père ou sa mère dans ces derniers moments de sa vie à des maisons de retraite. C'est vraiment... Donc, on n'a pas le même environnement microbiologique. Donc, c'est pour ça que je dis il faut qu'on s'adapte à nous pour certaines choses. Oui, tfadl, vas-y. Oui. Oui. Les quinolones, vas-y. Oui. Ce que je dis qu'il y a beaucoup d'effets secondaires de quinolone. D'abord, la résistance qui apparaît très très vite aux antibiotiques, donc on ne peut pas l'utiliser. Deuxième chose, récemment, il y avait une étude qui est sortie sur le quinolone, qu'il y a des effets secondaires au niveau cardiaque. Il y a eu quelques cas de mort dus au traitement par les quinolones. Donc c'est vrai, en France, on l'utilise, comme il a dit Ali, vraiment le dernier. Et il ne faut pas l'utiliser tout seul, il faut l'utiliser avec un autre antibiotique, donc pour les vraies infections respiratoires à des germes déjà étiquetés. En fait, ce n'est pas le côté quinolone qui pose un problème d'effet secondaire. Parce que les quinolones, au départ, c'était des médicaments qui étaient des antiseptiques urinaires. Vous savez ça. Ce n'était pas des antibiotiques. Alors, pour les rendre, si vous voulez, bactéricides, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté le radical fluor. Et c'est le radical fluor qui est très mauvais. C'est comme la triamcinolone. Quand on a voulu avoir une corticothérapie beaucoup plus tenace, on a pris la prednisone, on a ajouté un radical fluor, on a la triamcinolone, et puis on avait des problèmes de fente musculaire, on avait des problèmes gastriques, on avait des blocs de branches, on avait des QT qui étaient allongés, des tendinites, parce que le fluor se fixe sur ces zones d'attache. Donc c'est pour ça qu'ils ont énormément d'effets secondaires. Mais l'effet aussi le plus embêtant, c'est que si on donne les fluoroquinolones, on est obligé d'avoir des temps de latence à la première prescription de 6 mois, à la deuxième de 9 mois. Donc ce n'est pas un médicament qu'on peut donner en cure rapprochée. Et puis quand on les donne, on fait émerger le Pseudomonas aeruginosa parce qu'il crée ce type de résistance. Il va tuer tous sauf celui-là. Donc celui-là va émerger et on va avoir un problème, non pas de résistance, si vous le dites, mais un problème d'un antibiotique qui va avoir un champ d'action très limité. Bernard, oui. C'est une petite remarque sur la ceftriaxone. Je vois qu'il y a marqué voie IV ou voie subcutanée. Ils ne mettent pas la voie intramusculaire. Est-ce qu'il y a une raison à ça pour ça? Où ça? Tu vois, en haut, ceftriaxone, la rocéfine. Oui. Voie IV ou voie SC subcutanée. Alors, je sais bien que la voie SC, c'est quasiment la même chose que la voie IM chez un personne âgée. Mais bon. Oui. Non, mais nous, on a rapporté exactement ce qui était dit. On n'est pas tout à fait d'accord sur tout ce qui se dit, mais on a rapporté exactement ce qui se dit. Mais est-ce que tu as une explication pourquoi ils n'auraient pas mis IM, d'après toi? Pourquoi ils n'ont pas mis la voie intramusculaire? Oui. Parce qu'eux ne l'utilisent pas, mais c'est une bonne voie pour les gens âgés, c'est une excellente voie. Mais ils ne l'utilisent pas. C'est hospitalier. Voilà, parce qu'ils sont en hospitalier. Oui, c'est mieux. Il y a le monsieur Kamoun qui demande la parole là-bas. En fait, la voie sous-cutanée est très intéressante chez les sujets âgés. Et elle n'est pas très utilisée, mais elle est très rentable pour éviter l'abord veineux. Deuxièmement, on l'utilise parce que chez les sujets âgés dénutris, ils n'ont pas suffisamment de muscles pour injecter. Il y a 2 présentations. La présentation intraveineuse sans anesthésique locale et intramusculaire avec anesthésique locale parce que c'est douloureux. Je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il y a une nouvelle contre-indication des quinolones, c'est l'anévrisme. Donc les anévrismes artériels risquent de rupture. Bon, on avance un peu parce que... Et donc on retrouve toujours cette notion que dans les recommandations françaises, la lévofloxacine, elle est toujours en dernier lieu. Mais le traitement, je ne sais pas si vous aviez remarqué,
la durée de traitement ne devrait pas dépasser les 5 jours. C'est inférieur ou égal à 5 jours. Donc une exacerbation de BPCO que vous allez mettre sous antibiotiques, c'est 5 jours de traitement sur le dernier guideline de la SPLF, SPLF, etc. Si, encore une fois, si on va au-delà de 5 jours, 7 jours, s'il y a quelque chose d'autre. Il y a une apparition de compliqué complications. parce qu'il y a quelque chose d'autre. Alors on continue avec notre patient. Donc, on lui a donné du Bactrip, qu'on avait, on avait déjà suggéré, sauf que le patient continue à avoir toussé et à avoir des expectorations purulentes qui sont devenues plus importantes que d'habitude, avec une majoration de la dyspnée. Donc, nous avons ici les 3 critères. Et quand on examine le patient, on retrouve qu'il a plutôt une polypnée, il a un cycle respiratoire à 24 cycles, rythme respiratoire à 24 cycles par minute. Sa saturation est baissée, il est passé à 91%, à l'air ambiant. Il est devenu fébrile, il a 39 de fièvre. Sa fréquence cardiaque, elle est à 100. Il garde une tension correcte. Et quand on l'examine, on retrouve des sibilants, des ronflants ou de champs pulmonaires. Donc on est là devant un cas de surinfection avec une exacerbation de PPCO. Alors pour ce patient, quel examen vous allez préférer lui demander? Imagerie, ouais. Radiothorax, ouais. ECVC, d'accord. Procalcitonine, d'accord. CRP. La saturation qui est basse, est-ce qu'on fait une gazométrie ou non? Saturation 91%. Gazométrie? D'accord. On va vous présenter nos suggestions. Donc la gazométrie, elle est indiquée parce que le patient est passé de 95% à 91% chez un PPCO qui présente une tachycardie, qui présente une polypnée, et donc c'est important de voir une BPCO, de faire une gazométrie. La radiographie thoracique, ce patient est fébrile à 39 degrés, donc il risque d'avoir un foyer parenchymateux. Donc c'est une fièvre qui persiste sous antibiotiques, donc il faut quand même éliminer un foyer de pneumonie. La numération, bien sûr, la CAP, bien sûr, et on peut demander un ionogramme aussi également. Mais compte tenu de la cardiopathie ischémique, on peut être aussi tenté, si le patient présente des signes de syndrome coronarien, de lui faire un électrocardiogramme. Alors vous avez dit d'autres choses, le CBC et la procalcitonine. Alors faut-il les demander? On va vous dire ce que disent les recommandations. Donc, le CBC, dans l'exacerbation aiguë de BPCO, quelles sont les indications? Ils sont indiqués chez les patients qui présentent de facteurs de risque. Pourquoi on demande le CPC? C'est-à-dire que nous, pour les BPCO normaux, stade 2, stade 1, c'est des patients qui sont colonisés pas colonisés, mais qui font des surinfections au pneumocoque, Branabella cataralis, Mycoplasma pneumoniae, parfois pourquoi pas, et les pneumocoques surtout. Et donc nous, quand on va faire demander le CPC, il faut savoir si le patient présente ou non une colonisation par un pseudomonas. Parce que c'est là où ça va basculer chez le BPCO et que commence à avoir une colonisation. Et cette colonisation, elle est engendrée par une antibiothérapie qui est répétée, par les hospitalisations fréquentes et par le fait que ces patients-là vont attraper une infection dans leur séjour hospitalier et avoir une colonisation par ces germes-là, et surtout si ces patients présentent une dilatation des bronches associée. Alors, quels sont les facteurs de risque de cette infection pseudomonas? L'hospitalisation récente, notre patient a été hospitalisé déjà. Donc, la prescription fréquente d'antibiotiques, si le patient prend 4 fois d'antibiotiques au cours de l'année, c'est un patient à risque de développer une colonisation à pseudomonas. Les BPCO, quand ils ont un VMS inférieur à 30% de la valeur prédite, c'est des patients qui facilement peuvent avoir. Donc si votre malade que vous suivez pour un BPCO et qui a un VMS bas, moins de 30% de la normale, il faut toujours lui faire une CBC pour éliminer une colonisation par un pseudomonas. Les patients qui présentent des dilatations des bronches, une immunodépression associée pour un patient diabétique, une insuffisance rénale, etc. Le fait d'isoler au cours d'une hospitalisation un pseudomonas dans les crachats, c'est également un facteur de risque. Et l'utilisation de corticoïdes par voie systémique, ça favorise également le développement de résistance. Maintenant,
On peut également évoquer ça quand il n'y a pas d'amélioration suite à une antibiothérapie empirique qui va couvrir les germes qu'on retrouve, les pneumocoques, Haemophilus, Paranamella catarrhalis. Donc, si cet antibiotique qu'on a prescrit qui correspond aux normes n'a pas été efficace, c'est que certainement il doit y avoir un autre germe auquel ces antibiotiques ne sont pas efficaces. Et certainement, chez les patients plus, on hospitalise un malade dans un tableau d'insuffisance respiratoire, il faut toujours faire un ECBC pour être sûr que le patient n'a pas directement... Pour la procalcitonie maintenant. La procalcitonie, sur les recommandations GOLD 2025, elle est utilisée comme un protocole pour le faire. Donc, elle n'est pas utile pour les surinfections de BPCO. Non, d'autant plus que pour la procalcitonine, honnêtement, elle doit être demandée dans des milieux hospitaliers, chez des malades qui sont en unité de soins intensifs, parce qu'elle a une valeur prédictive positive qui est très faible. Il faut arriver à de l'ordre de 0,25 nanogrammes par litre pour pouvoir dire c'est peut-être, et augmenter de plus en plus 0,50, 1. Mais pour arriver à des chiffres-là, vous avez déjà fait facilement le diagnostic bien avant. Donc c'est un examen coûteux qui n'est pas, si vous voulez, qui n'apporte pas grand-chose. Le CBC, c'est exactement le même problème. C'est un examen qui donne beaucoup de faux positifs et qui n'est pas valable. C'est-à-dire que faire des ECBC sans arrêt qui sont coûteux, avec des déterminations d'une flore, ça profite, parce qu'ils le mesurent de façon quantitative à 10 puissance 6 pour pouvoir les incriminer. Ils vont nous donner des antibiogrammes qui ne marchent pas toujours bien. Si vraiment on doute réellement, il faut faire des prélèvements protégés à ce moment-là, et ça ne peut se faire qu'au milieu hospitalier. Donc le CBC, pour nous, praticiens, ce n'est pas un examen d'appoint très important. Sauf pour vraiment quelques malades où il faut le faire, mais il faut bien faire le prélèvement pour être sûr que c'est ça. Sinon, ce n'est pas très intéressant de le faire. Moi, je pense que s'il y a échec de l'antibiothérapie, j'irai plus vers quelque chose d'autre qui s'est surajouté, des compensations cardiaques, par exemple, des compensations de son diabète, je ne sais pas moi, une embolie pulmonaire, j'irai plus vers ça que m'amuser à m'acharner sur le germe de ce côté-là. Voilà. Je reprends un peu, et vous allez voir d'ailleurs actuellement, nous n'avons pas les moyens qu'il y a en France, mais on va vous présenter tout à l'heure qu'est-ce qui est préconisé avec les multiplexes maintenant. Mais les multiplexes aussi, c'est tellement coûteux que pour la poche du malade, ça va être très lourd pour lui dire faites un multiplex pour reconduire le même traitement. Ce n'est pas des examens qu'on doit faire. On doit avoir beaucoup plus de présence d'esprit pratique que d'aller vers les examens, ça coûte trop cher. Oui. 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 Il a? Oui. 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 Oui, oui, il faut... Est-ce que je dois répéter, non? Non, mais Salim, moi, quand je suis ici présent au Maroc devant la salle, je ne peux pas raisonner comme si j'étais en France. Parce qu'un malade marocain ou tunisien, vous allez lui dire allez chez le kiné parce qu'il va payer une séance de kiné pour faire le prélèvement, allez après ça. La finalité du coût n'est pas en rapport avec l'intérêt thérapeutique qu'il va avoir par la suite. Sauf, j'ai dit encore une fois, dans certains cas. Et ces cas-là, personnellement, je les recommande pour aller à l'hôpital faire ça, parce que c'est moins coûteux, parce qu'on n'a pas les moyens de les faire aussi dehors, et parce que ça ne permet pas d'avancer pour 99% des malades. Pour le cas particulier, et vous allez voir, on a été obligé de le faire. Vous allez voir. Mais c'est pas le cas c'est pas tous les cas, c'est pas dans tous les cas qu'on va s'amuser à s'acharner sur ça. De toute façon, ce qu'il faut retenir dans ce cas particulier, c'est que l'intérêt de l'ECBC, c'est toujours de rechercher le pseudomonas. Parce que le pseudomonas n'est pas un germe présent dans la flore saprophyte bronchique. Voilà. Donc vous allez faire des cancers, vous n'avez pas trouvé. Donc sa présence dans la flore signifie qu'il y a une colonisation et signifie qu'il faut faire attention à la stratégie thérapeutique que vous allez prendre. Et c'est un germe qui, au fur et à mesure de la gravité de la BPCO, il va s'installer. Et c'est pour ça que les BPCO vont avoir par la suite une aggravation de leur BPCO. C'est parce qu'il y a des germes qui jouent un mauvais rôle. Et ça, c'est une cassure de l'évolution de la courbe de la BPCO. Et donc après, pour continuer dans le chien de notre patient, d'après vous, quel est le niveau de sévérité de l'exacerbation chez notre patient?
Quels sont les éléments sur lesquels on va se baser pour dire que cette exacerbation est sévère ou non sévère? Alors, pour cela, pour avancer, on va vous montrer un peu ce qui était cité dans le GOLD. Ça, c'est ce qu'on appelle la classification de Rome. C'est une classification qui a été postée sur le GOLD en 2023. Bon, cette classification n'a pas été faite pour traiter l'infection. Cette classification, elle a été faite, en fait, vous savez pourquoi, j'espère. Hein? Elle a été faite parce qu'il y a actuellement le problème de la biothérapie dans les BPCO. Donc, elle a été faite pour déterminer ceux qui sont dans un état de sévérité nécessitant la biothérapie parce qu'ils vont plus répondre à la trithérapie. Mais en même temps, c'est une très bonne classification parce qu'elle va tenir compte d'autres paramètres. Parce que vous savez, avant, dans le temps, il n'y avait pas autant de paramètres dont on tenait compte pour classer la sévérité des infections, des exacerbations. Maintenant, c'est clair, c'est un travail où il y a eu quand même 12 experts qui ont travaillé pendant 18 mois pour mettre en place ça. Alors, dans ça, notre malade, il est où? Il est dans Est-ce qu'il est dans le mild ou dans le modéré, léger et modéré, ou dans le sévère? Donc vous avez une fréquence respiratoire de 24, donc elle dépasse, enfin, supérieure ou égale, donc c'est toujours dans la moderate. Fréquence cardiaque à 100, donc il est toujours dans la moderate. Il a une saturation inférieure à 92%. Bon. Et sinon, mais qu'est-ce qu'il y a de différence entre la moderate et la sévère? C'est les données de la gazométrie qu'on n'a pas. Si vous avez les données de la gazométrie, on pourra être sûr de savoir si notre patient présente une exacerbation sévère ou une exacerbation modérée. Maintenant, faut-il hospitaliser ce patient? Est-ce que d'après vous, d'après ces données qu'on a, c'est un malade hospitalisé ou non? Il est classé, si vous voulez, moi je vous dis, c'est un hybride. Il est classé entre modéré et sévère. C'est-à-dire qu'il est dans la limite supérieure des modérés et dans la limite inférieure des sévères. Parce que dans toute classification, il y a toujours des petites frontières. Lui, il est entre ça et ça. Ce n'est pas quelqu'un... Parce qu'il a un autre facteur supplémentaire qui est sa cardiopathie ischémique. D'ailleurs, parmi les éléments qu'on n'a pas demandé, et c'est une erreur qui n'a pas été faite, c'est quoi? Hein? C'est la pro-BNP. Il fallait demander chez lui une pro-BNP parce que peut-être qu'en plus du traitement, on est passé à côté d'une décompensation cardiaque qui peut donner les mêmes signes et que de petits comprimés de l'Azilix l'auraient soulagé. On était parti sur plutôt un accident coronarien. C'est pour ça que troponines ont été demandées. Mais l'idéal, c'était une pro-BNP chez ce patient-là. D'ailleurs, je vous conseille, tous les BPCO qui ont des exacerbations sévères, il faut systématiquement pour nous demander une pro-BNP. Ça, c'est par contre l'examen capital. Même si ça coûte un peu cher, mais ça vous évite d'errer dans le diagnostic de complications. Oui, donc, maintenant, pour répondre à cela, on se réfère au GOLD 2024. Qu'est-ce qu'il nous dit le GOLD? Pour hospitaliser un patient, il faut qu'il y ait des symptômes qui sont sévères, ou bien une aggravation importante bien sûr, c'est la dyspnée, le rythme respiratoire qui est important, la fréquence cardiaque qui est importante, et aussi une diminution de la saturation, ou bien apparition de confusion mentale. La présence d'un syndrome respiratoire aigu, donc insuffisance respiratoire aiguë, ou bien l'apparition de nouveaux signes qui sont la cyanose, les œdèmes périphériques. Donc c'est un patient, d'après les signes qu'on a, c'est un patient hospitalisé. Si présence également d'autres comorbidités, c'est son cas également. La cardiopathie ischémique, c'est un élément pour hospitaliser le patient, et l'absence de possibilité de le prendre en charge à domicile également. Donc ça, c'est important chez nous. L'insuffisance home support. C'est-à-dire que lui n'a pas les moyens, si vous voulez, des conditions sociales, et on en a beaucoup. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe au Maroc, mais en Tunisie, on a beaucoup de cas sociaux où quelquefois, c'est l'élément pour qu'il soit pris en charge, parce qu'il n'a pas les moyens chez lui, il fait froid, il n'a pas de chauffage, il vit dans des conditions difficiles. Ça, c'est une des conditions capitales, parce que le GOLD, ce n'est pas un produit de l'ATS. Le GOLD, c'est quelque chose qui va être diffusé dans le monde entier. Donc, ils ont tenu compte de ce paramètre social.
qui est très important. Malade, hospitalisé, conditions sociales, même s'il est en modéré et mauvaise condition sociale, ça devient un facteur de risque aggravant, on l'hospitalise. Et puis, il y a le fait aussi que qu'on se donne la liberté de ne pas l'hospitaliser, moyennant qu'il y a quelqu'un dans la famille qui va, lui, le ramener de nouveau à l'hôpital si jamais il s'aggrave ou bien si jamais il ne s'améliore pas. Maintenant, quelle antibiothérapie on va lui prescrire ce patient, actuellement, à ce stade actuel? Allergique à la pénicilline. On a dit tout à l'heure qu'on allait lui mettre sous Bactrim, on l'a déjà mis sous Bactrim. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? La pristinamycine. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Il y a autre chose qu'on avait dit tout à l'heure, on allait demander un SEBC. Pourquoi? Donc, d'abord, il faut savoir si votre patient a autre chose que les germes qu'on avait. Les antibiotiques qu'on avait cités tout à l'heure, pristinamycine, amoxiclav, etc., c'est des germes, des antibiotiques qui sont efficaces sur l'hémophilus, sur Branamella cataralis et pneumocoque. Et si jamais votre patient a un pseudomonas, dans ce cas, il faut d'autres antibiotiques. Donc c'est pour ça que la chose la plus importante actuellement, à ce stade, c'est de vérifier s'il y a ou non une infection à pseudomonas. Pour cela, il faut rechercher des facteurs de risque d'infection. Ces facteurs de risque d'infection à pseudomonas sont, ça dit, l'antibiothérapie dans les 90 jours qui précèdent l'épisode actuel. Il a été hospitalisé, lui. Il a eu un traitement. Une BPCO très sévère. Il est dans la BPCO. Vous allez me dire, mais vous n'avez pas de chiffre. Mais on ne peut pas avoir un chiffre de spirométrie. Le malade était dans un état aigu. Il ne faut jamais faire de spirométrie à un malade qui est dans un état aigu, en exacerbation. Mais l'allure du patient, son histoire clinique, on n'est pas à faire une petite BPCO parce qu'il fait des exacerbations très fréquentes. Identification par le passé, présence de bronchectasie. Et ça, vous allez voir tout à l'heure qu'il en a certainement. Voilà. Alors, par contre, ce qui est très important, c'est que lorsqu'il a ça, il faut demander un avis spécialisé. Et généralement, nous, on passe ces malades-là pour avoir un avis d'infectiologue pour pouvoir mettre un traitement adéquat. Et on a un bactériologiste à l'hôpital qui nous donne des renseignements relativement précis. Je sais que c'est beaucoup plus difficile, mais comme je le dis, ce n'est pas des malades qu'on peut suivre là, en dehors de l'hôpital. Ce sont des malades qui vont basculer vers l'hospitalisation. Donc pour conclure, pour ce patient, c'est un patient hospitalisé qui présente une exacerbation sévère de sa BPCO, une surinfection avec des antibiotiques qui sont jugés, supposés être efficaces sur ce qu'on a, le panel de germes qu'on a dans une BPCO, mais là, il y a un échec thérapeutique, il y a une aggravation de la symptomatologie, et donc l'indication d'hospitalisation est importante, on va l'hospitaliser et on va faire le CBC. Donc le patient a été hospitalisé et on avait décidé de le mettre sous lévofloxacine, bien sûr traitement, aérosols de Bercanil, etc. Maintenant, sauf que le patient, à ce moment-là, est-ce qu'il faut prescrire des corticoïdes? Je vous pose la question. On l'a mis sous Enoxa, c'est tout à fait normal. Parce que c'est un malade qui est hospitalisé. Il est alité. C'est un coronarien. Il a un risque. Il est sous traitement, il est sous bronchodilateur, ce qui est normal. Maintenant, le grand problème de ce patient, qui déjà, lui, suit son traitement de trithérapie, est-ce qu'il faut ajouter des corticoïdes oraux? Parce qu'il est déjà infecté aussi. Hein? Parce qu'il est infecté. Est-ce qu'on donne des corticoïdes chez les patients qui ont une infection? D'accord. Alors, pour répondre à cette question, bien sûr, les infections sévères. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait diminuer la durée de récupération, ces patients qui répètent plus rapidement. Ça diminue la durée d'hospitalisation. Ça améliore la fonction pulmonaire pour notre patient qui présente un bronchospasme. Ça améliore l'oxygénation et ça diminue la durée d'hospitalisation. Parce qu'en plus, je vais vous dire une chose. Les 40 mg que vous allez donner, c'est vrai qu'il nous a raconté ça. De dire ça diminue, ça diminue. Mais où ça va agir le plus, d'après vous? Ça diminue, mais quel est le phénomène qui sera exacerbé chez lui le plus? Hein? Non. Non. C'est le caractère systémique de la pathologie. C'est une pathologie systémique.
C'est le caractère systémique de la pathologie. On va au moins libérer le malade du caractère systémique. Et le caractère systémique, sur un cœur, ça fait très mal. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit chez les BPCO, une CRP élevée n'est pas une CRP qui est forcément liée à l'infection. Vous savez, dans les vascularites, par exemple, un des diagnostics des vascularites, si vous trouvez en même temps une CRP, une VS élevée, la première des choses à laquelle il faut penser, c'est la vascularite. Dans les maladies de Horton, maladies de Takayasu, regardez vos patients. Tous ceux qui ont des vascularites ont une double élévation de CRP et VS. Dans le cas particulier, ce qui nous a embêté le plus, c'est est-ce que la corticothérapie, on doit la mettre? Oui, on doit la mettre. C'est systématique chez ces malades-là. Dans les phases aiguës, ça permet de soulager le caractère, comme l'a dit, inflammatoire systémique de la pathologie. Mauvaise nouvelle pour notre patient. Voilà la recommandation. 2 jours après, le patient s'est aggravé. Alors, le patient, 2 jours après... Ouais, la recommandation. J'ai caché l'écran. Voilà la recommandation du chest. Alors le chest, pourquoi il est plus intéressant que l'American Journal, d'après vous? Parce que le chest, c'est un journal qui représente qui? Qui représente les CCP. C'est quoi? Praticiens. C'est les pneumologues praticiens. Donc c'est le côté pratique. Si vous voulez avoir le côté pratique, regardez le chest. Si vous voulez avoir le côté scientifique, regardez l'American Journal. Donc le chest, ils sortent tous les ans des recommandations qui sont très pratiques. D'ailleurs, ils les sortent. Ils ont tous les ans, ils sortent des recommandations très pratiques. Alors, on l'a dit pour notre patient, 2 jours après, il s'est aggravé. Qu'est-ce qu'il a présenté? Ses besoins en oxygène sont augmentés. Présente actuellement un tirage avec une polypnée supérieure à 26. À la gazométrie, donc là, on a les données de la gazométrie, nous avons un pH 7,35, PaO2 à 55, une hypoxie, et il commence à faire une hypercapnie à 50 mm de mercure. Ses réserves en la CO3- sont à 27, la numération une hyperleucocytose, et puis à la radio, nous avons une condensation alvéolaire qui est apparue à gauche, avec une régression de la fièvre. Qu'est-ce que vous en pensez? Décompression cardiaque. Est-ce que la régression de la fièvre, pour vous, signifie quelque chose? Un élément qui peut signifier une efficacité des antibiotiques. Est-ce que l'exercice... Oui. D'accord. Et est-ce que cette exacerbation de la PPCO, est-ce qu'il est nécessairement en rapport avec l'infection? En fait, ce patient, il a passé le cap d'exacerbation, il est parti en décompensation. Le fait de le mettre sous corticoïde, c'est le meilleur antipyrétique, c'est la corticothérapie. C'est le meilleur. C'est-à-dire quand vous mettez une corticothérapie, vous faites chuter de la fièvre, presque automatiquement. Donc le fait qu'il ait eu ce traitement-là, la fièvre étant chutée, en rapport vraisemblablement avec la corticothérapie qui a été donnée, ce qui explique le fait qu'elle a masqué autre chose. Mais lui, il fait une double décompensation. Il fait une décompensation cardiaque et respiratoire. Maintenant, il est dans le sévère parce qu'il a l'acidose. Quand on a une acidose, on est automatiquement dans le sévère. Donc, en fait, le malade est en décompensation. Il n'est plus en exacerbation. Il a changé de cap. C'est un malade qui a changé de cap sur le plan, si vous voulez, du niveau de sévérité. Et est-ce qu'on peut être actuellement dans l'attitude probabiliste? Donc là, on peut pas. On va garder sous antibiotiques. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'examen bactériologique de crachat. Oui. Non, il avait une radio au début qui était normale. Il avait une radio au début qui était normale. Il a développé une... Non, au départ, quand il s'est présenté avec une radio qui était absolument normale. Enfin, normale. Lui, il avait des signes de distension. Au départ, si vous voulez, quand il est venu, sinon, c'est un malade qu'on aurait hospitalisé. Parce que pneumonie, pneumopathie aiguë sur un terrain pareil, vous n'allez pas le traiter à la maison. Ça ne marche pas. Mais il a compliqué progressivement. Parce qu'en fait, le malade est passé de main en main. D'accord. On ne l'a pas vu au départ, il est passé comme ça. Il est passé de main en main. Quand on l'a pris, il était à l'hôpital. Oui?
Il avait un foyer? Oui, probablement. Oui, probablement. Stage. Probablement, il avait ça, oui. Probablement, il avait un foyer infraradiologique. Oui, mais il était bilatéral. Les crépitants étaient des deux côtés. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Il faut se méfier des BPCO quand ils arrivent à un stade d'évolution. Ils ont des phénomènes de, je ne dis pas d'assèchement, mais ils ont des poumons qui sont des poumons qui deviennent presque cartonnés. On entend des crépitants. Donc, ce n'est pas forcément les crépitants, dans le cas particulier, qui sont des crépitants d'infection. Quand c'est infectieux, on a un foyer de crépitants. Mais quand c'est bilatéral, c'est quelque chose qu'on entend fréquemment. Et généralement, le murmure vésiculaire, il est masqué parce qu'ils sont emphysémateux et distendus, vous entendez les crépitants. En fait, les crépitants, c'est quoi? Les crépitants de BPCO, je ne parle pas des crépitants de la pneumonie. C'est en fait quoi? C'est en fait qu'en périphérie, ce parenchyme pulmonaire s'épaissit. Où se font les tractions du poumon? Les tractions du poumon vont se faire dans les parties avec la plèvre. Vous savez que la plèvre, c'est l'arbre de transmission du poumon. Et c'est pour ça que dans les PID, on a des nids d'abeilles qui sont en bas. C'est là où le poumon s'ouvre plus. Donc c'est là où se font les petites déchirures. Et comme le poumon, avec son âge sénile, devient un poumon un peu plus cartonné, donc un peu plus, si vous voulez, fibrosé, pour les BPCO, entendez bien les BPCO, vous allez entendre, vous n'avez plus de murmure vésiculaire, vous allez entendre des crépitants qui sont autour des bases et qui représentent en fait un phénomène évolutif de la qualité du parenchyme plus que de la maladie. Si vous avez un élément au foyer, c'est que forcément là, vous êtes dans la pneumonie. Et donc pour ce patient, ce qu'on veut retenir... s'il vous plaît. Oui. À ce moment-là, est-ce qu'on va parler d'une exacerbation de BPCO ou association, exacerbation avec une pneumonie? Parce que l'exacerbation, normalement... Moi, je vais vous dire, moi, je vais vous parler en tant que clinicien soignant des patients. Pour moi, le malade, quand il était à ce stade-là, c'était un stade de vie ou de mort. C'est-à-dire, vous allez voir, je ne vais plus m'amuser à réfléchir. C'est le sortir d'abord de là où il est. Et si vous allez voir pourquoi on l'a mis quelque part. Donc moi, à ce stade de la maladie, c'était pas, si vous voulez, en quelque sorte, le malade pour réfléchir s'il avait ça ou ça. On s'est dit c'est une décompensation. Et quand c'est une décompensation, on le fait basculer en unité de soins intensifs. Et ce que nous avons fait pour le patient. Et première règle, c'est chercher le germe qui aurait pu être impliqué et qu'on n'a pas vu. Et vous allez voir la suite. L'intérêt que nous avons, c'était donner, si vous voulez, du souffle au patient et non pas s'intéresser à affiner le diagnostic. C'est exactement tout à l'heure concernant la tumeur trachéale. Dans la tumeur trachéale, je ne vais pas m'amuser, moi, à chercher ce qu'il a. Il faut le faire respirer en premier lieu et puis on verra par la suite s'il a quelque chose. Donc ça, c'est un phénomène très important. C'est quand on est dans ce cas-là, c'est sauver la vie du malade. Et puis on va quelque part ailleurs. Donc à ce stade, l'importance du foyer n'explique pas les signes qu'il a. Pas donner des compensations respiratoires, cardiaques. Donc c'est certainement l'exacerbation de sa BPCO qui est responsable de cela. Donc nous avons deux problèmes à gérer, l'infection et l'exacerbation. Pour l'infection, il ne faut pas s'amuser à changer d'antibiotique parce qu'à ce moment-là, si on va changer, il nous faut une preuve pour donner une antibiothérapie dirigée vers le germe en cause. Donc il faut attendre le résultat de l'ECBC. Pour l'exacerbation, il faut la traiter et là, il faut transférer le patient en unité de soins intensifs parce que son état, c'est devenu grave. Là, le patient, il a été tout de suite transféré en unité de soins intensifs parce que ce n'était pas un patient gérable dans un service de pneumologie. Ce n'est pas possible. Maintenant, on a mis, si vous voulez, on a choisi un raisonnement de prescription d'antibiotiques qui était un raisonnement de recommandation. On a fait ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas une complication parce qu'il a eu le scan, l'angioscan, tout ça était négatif. Donc il n'y avait pas de réponse, si vous voulez pas. Et lui, il commençait à décompenser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa machine elle-même s'est déréglée. C'est déréglé parce qu'il y a cœur-poumon. Et généralement, le poumon, quand il se dérègle, la première chose qu'il fait, il attaque le cœur. Donc lui, il a déréglé le cœur-poumon. On ne pouvait plus le gérer. Il fallait aller à l'instrumental pour équilibrer. Et vous allez voir le reste. Bon. Heureusement pour le patient, les choses sont bien déroulées. Bon. Oui?
Oui, il a eu un angioscan qui n'a rien montré. Non, mais c'est la première des choses à laquelle on a pensé. On a mis le patient sous HPPM de Non, bien sûr. Et puis, bien sûr, parce qu'une opacité comme ça qui c'est une des premières règles que nous avons eues. Il a été vu par le cardiologue, il a eu l'angioscan, mais son état se dérègle. Vous savez ce qu'on appelle, les Anglais appellent ça le breakdown des exacerbations chez les patients qui sont en état très avancé. C'est-à-dire que leur cascade, ils déclinent, et puis tac, ils tombent d'un coup. Et quelquefois, on n'arrive plus à les récupérer. D'ailleurs, assez souvent, les patients vous disent, on l'a ramené en train de marcher, il est sorti dans un cercueil. Mais en fait, c'est le problème, justement, de ces décompensations très rapides qu'on observe chez les malades qui évoluent comme ça. C'est qu'au départ, il fait une petite infection, l'infection se complique petit à petit, il commence déjà à dégrader sa fonction respiratoire, tout le mouvement systémique se met en place, le cœur participe, c'est quelqu'un qui est un gros fumeur, donc il y avait toute une panoplie qui explique qu'il a terminé en réa. Et donc, unité de soins intensifs, notre patient, on lui a fait le CBC, et effectivement, le CBC avait trouvé cette Klebsiella pneumoniae qui est sensible au ceftriaxone et l'amicacine. Donc, une association d'antibiotiques a été faite. Et ça, c'est un prélèvement protégé. Hein. Ça, il a mis le CBC. Mais en fait, c'était un prélèvement protégé qui a pu... Et donc, le traitement a été démarré. Le patient a été également mis sous VNI et oxygène. L'évolution a été bonne. Et par la suite, le patient est sorti au bout de 10 jours, d'une semaine de traitement. Comme on dit, il a échappé belle. Donc, sorti au bout de 10 jours. Donc, ça, c'était le cas clinique pour un peu introduire le référentiel sur l'exacerbation de BPCO qui est sorti en juillet 2024. Maintenant, nous allons illustrer un autre cas clinique. C'est une autre situation pour un peu parler du référentiel qui est sorti en mars 2025 sur la prise en charge des pneumonies communautaires aiguës. Voilà, c'est un monsieur de 42 ans, tabagique 20 paquets années, diabétique type 1 sous insuline. Il a consulté pour une tune, dyspnée d'effort, fièvre à 38,5, évoluant depuis 3 jours. On avance. L'examen clinique, état de conscience conservé. J'insiste bien sur l'état de conscience. La première des choses qu'il faut voir dans les infections pulmonaires, c'est l'état de conscience. Si l'état de conscience est conservé, c'est qu'on n'est pas dans des niveaux de risque élevés. Surtout si sa femme commence à parler à sa place, ou sa fille ou son fils, c'est qu'on est dans le mauvais cas. Donc il faudrait que ce soit lui qui participe. Ça, c'est un élément important. Température, vous avez eu à 38,5, et crépitant au niveau de la base droite. Là, pour madame, vous avez compris, là, c'est des crépitants base droite. Hein. Et là, la radiographie thoracique trouve regardez la radio. De la base. Là, on a fait tout de suite une radio, parce qu'on s'est dit, on ne peut pas faire autrement. Vous la voyez. Quelles sont les particularités de cette condensation, si vous voulez, en quelque sorte? Elle a deux caractéristiques. Elle est de densité hétérogène. Et la deuxième caractéristique, elle n'a pas des limites sissurales, enfin, gros comme ça. Hein? Elle n'est pas systématisée. Elle n'est pas systématisée, d'accord? Et puis la troisième caractéristique, d'après vous, elle est où? Hein? D'accord. Non, mais c'est... Non, ça, c'est la base. Quand vous avez une opacité de la base, il y a toujours un terrain. Toujours. Parce que pourquoi la base? Parce que c'est au niveau de la base que la ventilation se fait le mieux. Parce qu'on ventile en lance de seau. C'est là où le système immunitaire est le plus puissant. Et c'est ça où l'épuration est la meilleure. Donc c'est pour ça que dans les descriptions de la PFLA, c'est toujours le sommet. C'est les zones qui sont les moins bien drainées. C'est les zones où le temps de la mixique est plus long. Donc ça, c'est la base. Moi, déjà, quand j'ai vu que c'était la base, je me suis inquiété. 42 ans base, mais il avait quand même un terrain de diabète. D'accord? On avance. Quel diagnostic retenir ici? Vous avez un syndrome infectieux? Oui. Et une pneumonie? Non, le diagnostic, pour moi, honnêtement, ce n'était pas la tuberculose. Parce que nous, on a tellement l'habitude de la tuberculose qu'on la sent. Je dis bien qu'on la sent. Hein. Vous savez, quand on avait des difficultés de faire le diagnostic de tuberculose, moi j'étais jeune à l'hôpital, j'avais 30 lits de tuberculeux. Si je vous dis comment j'approche le diagnostic, vous allez commencer à rire.
en sentant les patients. Les patients, ils ont une odeur aigrelette de leur transpiration qui n'existe dans aucune autre maladie. Vous les sentez uniquement, leur transpiration, en plus, bien sûr, de l'image radiologique. Sur quels critères tu penses à la tuberculose dans cette image radiologique? Non. Je ne comprends pas. Je pense à quoi? À la tuberculose. Non, Je comprends pas. Non, je ne pense pas. Non, donc la première infection bactérienne, mais Oui. pas la Non, tuberculose. pour moi, c'était plan sémantique. Je dis parce que c'est un malade que je connais. Plan sémantique, qu'est-ce que j'allais dire? Pneumonie ou pneumopathie aiguë? C'était ça, en fait. Oui. Parce que ça va déterminer après la conduite thérapeutique. Donc sur le plan nosologique, nous avons C'est ça ce qui me... une opacité Oui. alvéolaire. Vous éliminez une tuberculose. Pardon? Il est diabétique. On a beaucoup de formats typiques. De toute façon, nous, de toutes les façons, on demande systématiquement la bactériologie. Dans le cas particulier, parce que tous les patients, pour nous, en Tunisie, qui toussent plus de 15 jours, Tout à fait. on leur fait une bacilloscopie systématique plus PCR. Donc on le fait systématiquement. Il a eu le cas, mais l'image radiologique en question n'est pas une image qui est Mais morte. je ne sais pas si vous commencez à voir des cas où l'image n'est pas typique de tuberculose. Mais comment je ne vois pas des cas? Je il vois est, que il ça. est dia- Mais je il ne est- vois que il est ça. diabétique. Je ne vois que ça. Mais simplement, je vais vous dire, madame, nous, au Maroc comme en Tunisie, on devient de plus en plus des pays de transition épidémiologique que des pays d'endémie. Donc, généralement, les formes que nous sommes en train de voir sont de deux types. Soit des formes atypiques, soit des formes graves. Et quand on voit des formes graves, on se dit « Oh, la tuberculose a augmenté ». Elle n'a pas augmenté. C'est parce qu'on est dans des foyers de résistance plus que dans l'endémie. Donc, on ne va plus voir les formes qu'on a l'habitude de voir. Mais généralement, un diabétique qui fait une forme de la base de tuberculose comme ça, la vérité, image radiologique, j'en ai pas beaucoup vu. Et vous allez voir d'ailleurs la suite par la suite. Bon, donc nous sommes dans une pneumopathie, donc de opacité, dans un contexte infectieux. Autre chose, c'est le fait que ça survient en ambulatoire. Donc ça fait pneumopathie aiguë communautaire, pneumonie aiguë communautaire. Et donc dans ce cas particulier, quels sont les examens que vous jugez utiles à demander? Toujours en ambulatoire, on parle d'un patient diabétique qui fait une infection, pas trop fièvre à 38,5. Et d'après vous, en ambulatoire, qu'est-ce qu'on demande? Numération, formule, ouais. NFS, VS, CRP. Hein? Ouais. D'accord. Les diabétiques sous insuline, généralement, ils sont beaucoup plus équilibrés que les diabétiques qui prennent des antidiabétiques oraux. Ils font, je dis bien, chez eux, le risque, c'est plutôt l'hypoglycémie que le fait d'avoir une élévation de l'hémoglobine glyquée. Et généralement, quand je les contrôle, j'ai toujours peur qu'ils fassent des hypoglycémies. Parce que l'hémoglobine glyquée, en fait, les gens la considèrent comme une pathologie. En fait, ce n'est pas une pathologie, c'est l'organisme qui se défend en gardant le plus de sucre dans son hémoglobine pour éviter que l'hémoglobine soit élevée et pour éviter justement qu'il y ait des complications dues à l'hyperglycémie. Dans le cas des diabétiques sous insuline, sa valeur est beaucoup moins importante que dans le cas des diabétiques qui sont sans antidiabétiques oraux. Est-ce que le malade crache? Est-ce qu'il est encombré? Non. Ce malade en question, non, il n'a pas. Il n'a pas de purulence, non. Une radio de sinus, une biologie normale? On n'a pas fait ça. Le malade est venu consulter parce qu'il avait ça. Non, vous demandez ce qu'on demande comme examen. Je dis une radio de sinus, une biologie normale avec en fait, CRP. en général, l'attitude, c'est de donner une antibiothérapie probabiliste, toujours dans la pneumopathie aiguë communautaire. On avance, donc pour Zohar, nous, Zohar, les on examens avance. qu'on peut demander ne sont pas tellement en rapport avec notre attitude. Non, vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut demander. Oui, c'est pour ça que Faut-il demander des examens? Salim, Je réponds. on va vous donner la réponse. Oui, voilà. Non, maintenant, Bon. certains qui ont Là, par l'accès contre, à l'échographie voilà, thoracique. voilà. Par contre, voilà la recommandation de 2025. Et je pense que pour les jeunes qui sont ici dans la salle, il faut absolument que vous deveniez des échographistes. Parce que de plus en plus, l'échographie va être au niveau du cabinet du médecin pneumologue un élément très important de diagnostic, non seulement au niveau de la plèvre, mais aussi au niveau du parenchyme pulmonaire. Donc l'échographie maintenant est considérée comme un élément très important pour le diagnostic des pneumopathies.
Et vous avez cette image, l'image dite en cascade, qui est très pathognomique, si vous voulez, de la pneumopathie aiguë. Donc j'insiste sur cette donnée, parce que vous avez vu, c'est 2025, échographie devient un élément. Peut-être à la limite, dans peu de temps, lorsqu'on fera plus ça, on va être sanctionné pour ne pas avoir fait. Donc, c'est comme la fibroscopie au départ, il y avait peu de gens qui la faisaient quand le moine a lancé ça. Mais maintenant, je pense que d'ici les jeunes, maintenant dans tous les services de pneumologie de Casablanca, de Marrakech, il y a au moins 2-3 échographes. Il faut vous entraîner à faire ça. Et même ceux qui ne sont pas à l'hôpital, qui sont installés, si vous n'avez pas allé et suivez des cours, c'est, je ne dis pas en une semaine, mais disons si en une semaine d'enseignement vous ne devenez pas performante, mais en ayant l'échographe, vous allez devenir vraiment performante et il va vous servir. On avance. Donc dans les pneumopathies aiguës communautaires, on fait toujours vous avez vu, c'est un grade B2 maintenant, mais il va devenir un grade A bientôt. Donc probabiliste, donc si on va se donner 48 à 112 heures pour revoir notre stratégie, d'abord, il faut évaluer le terrain. Si jamais votre patient nécessite d'emblée l'hospitalisation, si vraiment son état ne nécessite pas l'hospitalisation, donc on peut démarrer un traitement et le revoir au bout de 48 heures. Le revoir, c'est important parce qu'on doit revoir notre attitude. Donc il y a l'échographie thoracique qu'on peut avoir en ambulatoire et la faire. Est-ce qu'on fait un ECBC ou non? Il n'y a pas vraiment d'indication en ambulatoire également, comme les examens biologiques. Et ça, c'est des recommandations de l'American Thoracic Society. Ça, c'est la recommandation de l'American Thoracic Society. Elle a été faite, comme je vous ai dit, en 2019. Vous avez vu là, c'est 2019, lorsqu'ils ont sorti leurs recommandations, ils disent qu'il ne faut absolument pas faire. Dans les pneumopathies aiguës, il ne faut jamais faire ça. Pas d'indication à l'hôpital en cas de forme sévère, en présence, voilà. Rappelez-vous, dans les pneumopathies aiguës communautaires, absolument pas de CBC à faire. D'abord, même sur le plan diagnostic, vous savez, c'est une inflammation. C'est une alvéolite fibrinoleucocytaire. C'est là également la recommandation du dernier guideline de la Société de pneumologie de langue française qui dit qu'il n'y a aucune indication à demander un ECBC en ambulatoire dans ces patients-là. Mais ça va faire si jamais on a hospitalisé le patient ou on est en train de traiter avec une antibiothérapie non conventionnelle, ou bien il s'agit d'un patient qui présente déjà une colonisation par staphylocoque ou bien par un pseudomonas aeruginosa, ou bien si le patient est déjà traité avec un traitement antibiotique injectable dans les 3 derniers mois, où il n'y a aucune amélioration au bout de 3 jours de traitement. Donc notre patient, quand on va le revoir dans les 24 à 48 à 112 heures, s'il n'y a pas d'amélioration, on va demander un ECBC dans ce cas particulier, ou parfois d'emblée quand on a un tableau de pneumopathie aiguë communautaire sévère. Rappelez-vous que c'est jamais en première intention et en ambulatoire. C'est clair, jamais, jamais. C'est vraiment pas du tout recommandé. D'ailleurs, nous, on ne le fait pas. Même vous, dans votre pratique, il y a très peu de gens, je pense, qui vont demander un examen des crachats. Et dans les examens, les autres examens, donc nous avons la sérologie de la légionnelle, mycoplasme et antigène urinaire. On peut la demander, mais c'est aucune indication en ambulatoire, parce qu'on est toujours dans le cas d'un patient qu'on peut traiter à domicile et sans l'hospitaliser. Ça se discute si jamais on décide d'hospitaliser les patients. La procalcitonine également, l'SRP, pas d'indication. Mais par contre, le PCR multiplex, ça dit. Voilà, PCR multiplex, si on est dans une non sévère hospitalisée, on va vers le virus qui est impliqué, si vous voulez, dans l'endémie. Sinon, on va faire le panel viral. Si on est dans l'hospitalisé, on fait le panel infectieux. Mais ça, c'est tellement coûteux qu'on ne peut les faire que si le malade a été traité pour justifier éventuellement une prolongation, changement ou association. Moi, je l'ai demandé peut-être 3 fois. C'est horriblement coûteux. En Tunisie, je ne sais pas combien ça coûte au Maroc, mais c'est coûteux. Et ce n'est pas remboursé en plus par la sécurité sociale. Donc si on va s'amuser à faire ça pour pouvoir déterminer le germe, si on a une forte probabilité du germe, il vaut mieux éviter. C'est ce qui est recommandé. Mais vous voyez, pour les patients, les out, on ne demande pas. On ne demande rien du tout. On ne demande rien du tout, pratiquement rien, mis à part la radio pour la confirmation et l'échographie. Parce que par définition, l'antibiothérapie, elle est probabiliste au cours des 48 premières heures. On avance. On continue. Donc notre patient a
faut-il l'hospitaliser? D'accord. Quels sont les arguments qui vont nous inciter? Est-ce que d'après vous, on va l'hospitaliser, ce patient? Avec une opacité comme ça? Pardon? Le facteur de risque, c'est un tabagique qui a de l'insuline. Mais en fait, la règle, c'est non. La règle, c'est non. Comme j'ai dit tout à l'heure, bon état de conscience, état général conservé, la règle, c'est non. De toute façon, on doit se baser sur des arguments objectifs qui sont les scores. Pour cela, nous avons trois types de scores. Il y a des scores. On va juste vous montrer le dernier, le score CRB 65. Tous ces scores-là, le meilleur, c'est le dernier parce qu'il est très facile à faire. Avec le malade devant vous, vous pouvez le faire. Voilà. On va juste leur dire un peu sur le score PSI, c'est quoi. En fait, c'est plein de trucs. On va donner une note à chacun, puis par la suite, on va faire le calcul. Et après, en fonction du nombre de points qu'on récolte, soit c'est une classe 1 inférieure à 50, donc risque de mortalité bas, on n'hospitalise pas. Classe 2 de 50 à 70, risque bas, pas besoin d'hospitaliser. Sauf si, caractéristique particulière, un diabète déséquilibré ou autre cardiopathie ou autre. Classe 3, risque intermédiaire, autant le traitement ambulatoire que l'hospitalisation. Les deux sont possibles, c'est à vous de juger. Bien sûr, les classes 4 et 5, c'est des patients qu'il faut d'office les hospitaliser. C'est vrai que Sally a dit que ce score est un peu compliqué. Non, il est compliqué, il est chronophage. Il est compliqué. Par contre, le CRB, regardez comme il est facile. Conclusion, respiration, hypotension, âge. 0 point, risque bas, rien du tout. 1-2 points, risque intermédiaire, c'est à nous de juger. 3-4 points, risque élevé, hospitalisation. C'est quand même facile. Donc pour notre Sauf qu'il y a un point que je discute, c'est le point de 65 ans, parce qu'il y a des gens de 65 ans qui font 50, il y a des gens de 65 ans qui font 80. Donc c'est à vous de juger s'il a l'âge physiologique ou pas. C'est le seul point aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on tient compte de cette barrière de 65 ans qui, je pense, est à réviser maintenant. On peut aller à 70 facilement. Vous allez remarquer que les comorbidités ne rentrent pas dans ce score, mais sauf si vous avez, par exemple, un patient avec une exacerbation de son diabète, avec une notion d'acidose diabétique ou autre, l'indication d'hospitalisation, ce n'est pas l'infection, mais c'est plutôt l'exacerbation de sa comorbidité. Moi, c'est ce que j'utilise. Hein. J'utilise que le CRB 65. Maintenant, quelle antibiothérapie on va prescrire à ce patient? D'après vous? Comment juger de l'antibiothérapie dans ce cas particulier? Est-ce qu'on va donner de l'amoxicilline? Est-ce qu'on est autre chose? Donc ce patient n'est pas allergique à la pilule. La prescription, c'est vrai qu'il y a des règles que je vais vous montrer, mais dans le cas particulier, c'est une prescription qui doit être une prescription intelligente de patient, parce que, comme Bernard m'entend souvent parler, il ne faut jamais mouler le malade dans les recommandations, il faut mouler les recommandations dans le patient. Il ne faut jamais dire « je vais le rentrer par force ». Maintenant, on doit réfléchir à ce patient, quel type de traitement on va mettre. Alors, on va... Alors, pour je vais vous montrer, juger de l'antibiothérapie, il faut d'abord vérifier certaines choses. Est-ce qu'il y a ou non des comorbidités? Regardez un peu, modifiant le choix des antibiotiques probabilistes. Il est hospitalisé, il est ceci, cela, et vous voyez qu'il n'y a pas de diabète. Si. Ah, le samahni, il est là, le diabète, oui. C'est la myélodépression, il rentre dans le cadre de l'immunodépression. Mais il n'est pas considéré comme étant... Ça dit, il est dans les recommandations américaines. Dans les recommandations américaines, marqué mais pas dans diabetes mellitus. Oui. Donc c'est considéré comme un facteur à prendre en compte. De toute façon, nous on le considère comme un facteur naturellement, enfin, le diabète. Donc nous avons un patient qui présente un tableau qui n'est pas grave, qui est âgé de plus de 65 ans et qui a un diabète. Donc il a des facteurs de risque d'aggravation d'une pneumopathie communautaire. Dans ce cas particulier, nous sommes tenus de le mettre sous association parce qu'il a déjà une comorbidité. Donc le traitement, c'est une association amoxicilline acide clavulanique
Si il n'y a pas possibilité, c'est une céphalosporine 3e génération pour voie parentérale. Vous constatez que là, on est plus dans notre logique. C'est-à-dire, sans comorbidité, c'est amoxicilline. Avec comorbidité, c'est amoxiclave. Sinon, c'est C3G parentéral. Et puis, suspicion de surinfection, on va à la pristinamycine. Et puis, tableau évocateur d'une infection atypique, pristinamycine, doxy, macrolide, et puis on va là-bas. Et là où je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est qu'on va à la pristinamycine, doxycline, et moi je pense dans les atypiques, s'il y a échec des macrolides ou apparentés, moi je préfère, dans ce cas, la fluoroquinolone, parce que c'est celle qui donne des meilleurs résultats, parce qu'elle couvre quand même un champ beaucoup plus important. Mais ça, c'est ce qui est préconisé. Ça, c'est ce qui est préconisé, regarde-le bien. C'est ce qu'on doit faire. Nous, on est dans la personne qui a une complication. Et d'après vous, selon la présentation radiologique et clinique, est-ce que cela évoquerait une pneumonie à pneumocoque ou une pneumonie à germe atypique? Pourquoi pneumocoque? D'abord, je vous rappelle qu'il a 38,5 de fièvre. Ce n'est pas le tableau typique. 42 ans. La pneumopathie, les jeunes. La pneumopathie, elle n'est pas non systématisée. Et puis, autre chose, il y a d'autres symptômes. Nous avons myalgie, nous avons céphalée, donc des signes extra-respiratoires. Donc, quand nous avons un tableau comme ça, bâtard, ce n'est pas vraiment la pneumopathie à pneumocoque avec la fièvre à 40, avec les frissons, avec les images systématisées, tout ça. On a plutôt tendance pour évoquer plus une pneumopathie à germe atypique. Comme l'antibiothérapie, elle est probabiliste, donc vous devez d'abord commencer par un antibiotique. Sauf que dans le cas particulier, vous avez un patient qui a des facteurs de comorbidité. Donc dans ce cas, s'il faut donner de l'amoxicilline acéclavinélique, il faut rajouter quelque chose qui est efficace. Vous n'êtes pas dans le tort si jamais vous rajoutez à cela une antibiothérapie qui couvre les atypiques, soit des macrolides ou bien des quinolones. Oui. Ah oui, pardon. Radiologiquement, je ne pense pas que c'était pneumocoque. Je pense que c'est quoi? Classiquement, radiologiquement, le pneumocoque, c'est souvent une pneumonie limitée de lobe supérieur droit avec un début aigu sévère et une douleur thoracique. Avec le reste de symptômes que vous avez. Donc le malade, normalement, il est plus sévère que ça. Non, on peut avoir des pneumopathies à pneumocoque qui ressemblent à ça. Hein. Oui, la forme de la pneumopathie franche-lobaire aiguë, c'est la forme extrême. Mais on a des formes intermédiaires où on peut avoir ça. Tout à fait, mais je pense logiquement, atypique, on peut avoir beaucoup de formes. Donc c'est une pneumonie communautaire avec comorbidité non grave de l'adulte en ambulatoire. On est toujours dans l'ambulatoire. Donc la question qu'on avait posée est que cette présentation évoquerait-elle une pneumopathie à germe atypique? Donc l'antibiothérapie dans ce cas, si jamais on veut cibler un atypique, qu'est-ce qu'on doit donner? On doit donner soit les macrolides quand on suspecte une légionneuse. Ça, c'est les recommandations. Hein. Les recommandations 2025. Donc voilà le tableau qui présente. La pneumonie, chlamydie pneumonie ou bien légionellose. Donc c'est les 3 germes atypiques quand on a. Dans ce cas, il faudra les couvrir. Pour un patient diabétique tel qu'on a, un insulino-dépendant qui présente une infection, on peut être amené à rajouter cela si jamais on évoquerait une pneumopathie à germe atypique chez un patient à qui on va donner une antibiothérapie, bien sûr qui doit comprendre l'amoxicilline acéclavinélique selon les recommandations. S'il vous plaît, oui. Est-ce qu'il ne fallait pas penser à un staphylocoque vu que c'est un patient diabétique? Non, c'est pas l'aspect. C'est pas l'allure des staphylocoques parce que dans la staphylococcie, vous avez quand même les images bulleuses, les images. C'est tout à fait différent. C'est plutôt une absédation qu'une pneumopathie avec une densité. Ça, c'est un état inflammatoire. C'est pas un état suppuratif. Ce que vous observez. Je répète encore une fois, la définition est claire. Une pneumonie ou une pneumopathie, c'est un comblement fibrino-leucocytaire des alvéoles. On n'est pas au stade de suppuration. On n'est pas au stade... D'ailleurs, quand ils crachent des crachats, comment ils sont? Rouille de Laennec, c'est-à-dire qu'ils crachent en fait pratiquement
des phénomènes inflammatoires. Il crache pas, c'est pas du sang qui va cracher, c'est pas du pus. Quand ça se complique, une pneumopathie se complique, elle s'abcèsse, ça devient un abcès. Pneumopathie, abcès. C'est pas le cas de staphylococcie, par contre, ça donne autre chose. Ça donne des abcès qui sont migrateurs quelquefois, ça change de côté à l'autre avec une multiplication rapide et le tableau est beaucoup plus corsé que ça. Si vous avez une staphylococcie chez un diabétique, ce n'est pas le tableau de quelqu'un qui va venir consulter. Il est déjà aux urgences. Et donc là, la question qui revient toujours, la corticothérapie en cas d'infection respiratoire. Les recommandations 2025 ont tranché. Au cours des pneumopathies aiguës non graves, c'est notre cas, la corticothérapie, elle n'est pas recommandée, c'est grade A2. Vous avez vu, grade A2, c'est-à-dire c'est important de dire ne jamais faire ça. Voilà. Alors que dans les pneumopathies aiguës graves, on peut utiliser les corticoïdes. Dans les formes graves, oui, mais dans les formes qui ne sont pas graves, jamais utiliser une corticothérapie. Sauf dans les formes hospitalisées. Maintenant, d'après vous, quelle est la durée du traitement qu'on va donner? Est-ce que vous pouvez voter sur ça? Qui dit 5 jours? Qui dit 7 jours? Qui dit 10 jours? D'accord. Et qui dit 3 jours? Personne ne dit 3 jours. Non, vous avez dit 3 jours. Vous avez dit 3 jours. Bon. D'accord. Qui a dit 3 jours? Allez, devant moi. Est-ce que vous pouvez justifier? On va vous donner le micro. Vas-y. Alors, les nouvelles recommandations de 2025 de la CPLF et la SIPLF, si le patient ne présente pas une pneumonie grave, et si on a une amélioration au bout du 3e jour, on peut arrêter l'antibiothérapie après 3 jours. D'accord, donc tout est possible. Donc on va revoir tout ça. On va revoir tout ça. Donc, les recommandations de 2025. Voilà. Donc, le traitement de durée supérieure à 7 jours doit être justifié. Il n'y a aucune raison pour donner un traitement plus que 7 jours par la présence d'une complication ou un abcès pulmonaire ou un épanchement pleural liquidien associé. Donc, il n'y a pas vraiment lieu de donner une antibiothérapie jusqu'à 10 jours. L'antibiothérapie, si la stabilité clinique est obtenue, dans 3 jours, on peut arrêter le traitement, donner un traitement de 3 jours. Ce qui est donné, c'est un grade A1. C'est-à-dire que vous pouvez donner. Et les critères de stabilité, pour revenir à ces critères de stabilité, qui sont la température, la pyrexie obtenue, la pression, avoir une tension artérielle correcte, avoir une fréquence cardiaque correcte, une fréquence respiratoire inférieure ou égale à 24, une saturation correcte. Donc, attention, tout cela, c'est un grade A1. C'est un grade très important. Si je ne vous dirai pas pourquoi. Si au bout de 3 jours, vous avez donné un traitement et au bout du 2e jour, vous avez cela, vous pouvez arrêter au bout de 3 jours. Je ne vous dirai pas pourquoi, pour que vous soyez présent à 8 heures pour entendre pourquoi. Parce que maintenant, le pourquoi des choses, il tient compte de 3 travaux uniquement qui ont été faits dans le monde. 3 travaux qui démontrent que 3 égale 8, 3 égale 7, 3 égale 7. 3, pas 50 000, 3. Dont 2 ont été faits en France. C'est une des corrections françaises parce que les travaux ont été faits en France. Mais, parce qu'il y a une autre philosophie de l'approche de l'antibiothérapie que je ne vais pas dévoiler, sinon vous ne viendrez pas le samedi à 8 heures. Donc samedi à 8 heures, vous allez écouter pourquoi. Il faut vraiment assister à cette présentation parce qu'elle est exceptionnelle. Vous allez comprendre que maintenant la philosophie qui est présentée, les raisons pour lesquelles, qu'au-delà de la prescription des antibiotiques, on doit préserver autre chose de très important, le comportement de l'organisme. Donc venez pour entendre pourquoi 3 jours. Et si vous avez une stabilité de tous ces signes réunis au bout de entre 3 et 5 jours, on peut s'arrêter à 5 jours de traitement. Et dans les autres cas, donc c'est 7 jours de traitement et jamais plus que 7 jours sans aucune justification. J'ajoute quelque chose d'autre. Vous avez vu tous ces éléments de stabilité. Dans notre pratique courante, quand on a une pneumonie, on ne les fait jamais. On ne le fait jamais. Qui va mesurer la fréquence respiratoire? Qui va s'intéresser à la tension artérielle? Qui, à la limite, la PaO2? Donc, ce n'est pas des éléments qu'on a l'habitude de faire. C'est le geste qu'il faut avoir. C'est le geste qu'il faut avoir. Et si vous jugez, vous, que 3 jours,
même ça peut s'améliorer, que le malade a un terrain particulier, ça peut justifier de s'arrêter à 5. Mais ce délai de 3 jours est important, il est capital que vous fassiez le point au 3e jour. Parce que s'il va être déterminant pour arrêter le 3e, mais disons le 5e. Moi, personnellement, je n'ai pas maintenant assez de courage pour arrêter au 3e jour. Donc je vais généralement à 5. Mais je contrôle systématiquement les malades à 3. Alors, pour notre patient... Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui font les travaux, ce n'est pas forcément ceux qui voient les patients. Donc nous voyons les patients. Donc moi, j'ai un peu la trouille de dire à quelqu'un dans une pneumonie, au bout de 3 jours, arrête ton traitement. Malgré tout, je n'ai pas encore ce courage. Peut-être que vous l'aurez dans peu de temps, mais moi, je n'ai pas ce courage. Alors, notre patient, tout allait bien, il pas comme l'autre patient. Au bout de 4 jours, tout va bien, il n'a plus de symptômes. Donc, on avait arrêté le traitement au bout de 5 jours avec, à la radiographie thoracique, un nettoyage radiologique. Donc là, c'était la fin de nos 2 cas cliniques. Et pour conclure, Sally? Comment je vais conclure? C'est à toi de conclure, peut-être pour dire que l'antibiothérapie... Donc, il faut savoir, d'après tout ce qu'on a vu, que l'antibiothérapie est toujours empirique chez les patients non hospitalisés. Vous avez un patient que vous suivez en ambulatoire, vous n'avez pas décidé de l'hospitaliser, il faut toujours donner une antibiothérapie basée sur le profil bactériologique de notre sphère pharyngée et bronchique qui doit être efficace sur pneumocoque, hémophilus influenzae et Branamella catarrhalis. C'est le cas des pays non anglo-saxons, parce qu'en Amérique, c'est plutôt les erreurs atypiques. Donc, c'est une antibiothérapie probabiliste. L'inquiétude suscitée actuellement par les résistances doit susciter plus de rigueur pour pouvoir faire attention au développement des résistances. Nous avons actuellement, vous avez vu tout à l'heure, qu'on a tendance à réduire la durée de traitement. Et ça, on le revoit dans toutes les recommandations qui sortent actuellement. La durée de traitement est écourtée. Et bien sûr, la réévaluation au bout de 48 à 112 heures pour voir. Toute prescription doit tenir compte de la sévérité du tableau, des comorbidités associées, de la fréquence de pathogènes résistants et du terrain particulier. Et je crois qu'on a terminé. Bon, on vous remercie. Avant de terminer le cas, parce que le cas, on l'a arrêté comme ça, avant de terminer le cas, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui a manqué à ce patient? Qu'est-ce que nous ne l'avons pas fait? Mais moi, je l'ai fait, moi. Mais qu'est-ce... Hein? Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire à ce patient? Non. Ce patient-là, je lui ai fait faire une fibroscopie. Parce que 42 ans, pneumonie, base, tabagisme, 20 paquets années, il faut savoir que dans les pneumopathies aiguës, il y a toujours une raison au niveau de la branche qui fait qu'il a fait ça. Donc il faut toujours penser au fait que quelque chose peut être là qui a été à l'origine. Systématiquement, dans les pneumopathies aiguës, chez les tabagiques qui sont jeunes, qui n'ont aucune raison de faire ça, ce n'est pas une pneumopathie, c'est une pneumopathie qui est très importante, au niveau de la base, systématiquement la fibroscopie. Parce qu'on parlait d'antibiothérapie. Non, le scanner, mais je veux dire que pour le cas particulier, je vais faire un scanner. Et s'il a des petites des lésions qui sont des lésions d'ulcération, le scanner ne va pas les montrer. Mais par contre, quand je rentre avec le fibroscope, s'il a des lésions qui sont au niveau de la branche, qui auraient pu expliquer le fait qu'il a développé en aval quelque chose, je l'aurais vu. Et d'ailleurs, on lui a fait le prélèvement bronchique, on a fait l'aspiration. Bon, il s'est avéré qu'il n'avait pas ça. Mais pour te dire, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Une pneumonie peut cacher quelque chose, surtout chez le tabagique. Oui, Absilaire, tu as une question? Ah, ce patient n'a pas eu de scanner. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la fibroscopie, il n'avait pas une raison d'aller au scanner pour ce patient. Parce qu'il n'avait pas des signes. La fibroscopie peut montrer les branches beaucoup mieux que le scan. C'est parce qu'il n'avait rien du tout. Mais on a fait le prélèvement pour cytologie et on a fait les biopsies pour voir si réellement il y a quelque chose qui se cache là-bas. Mais je vous dis, faites attention, pneumopathie de la base, et même quelquefois pas de la base. Chez un sujet qui est fumeur, ne vous dites pas c'est une infection, au revoir et merci. Contrôlez toujours par la fibroscopie s'il n'y a pas quelque chose qui se cache. Et surtout quand il y a un nettoyage partiel, quand il y a quelque chose qui reste dans le suivi. Ce malade posait 2 problèmes. Le problème des atypiques, parce que je vais vous dire, quand il s'agit du pneumocoque et quand il s'agit des atypiques,
Si vous avez une histoire de marche descendante, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous voir, je me gratte le nez qui coule un peu, j'ai la gorge qui est rêche, je commence à tousser, et puis j'ai de la fièvre après, et tout ça. C'est très en faveur de l'atypique. S'il vient vous voir avec un coup de foudre dans un serein, c'est-à-dire que j'ai été bien, et que tout de suite, dans un temps record, j'ai commencé à avoir une douleur, j'ai commencé à avoir de la fièvre, et que surtout, il y a un signe qui fait la différence entre les deux, c'est les transpirations nocturnes. Les pneumocoques, ce sont des gens qui transpirent, et quand ils s'améliorent, ils ont un signe, quand ils s'améliorent, qui ne trempe jamais. Quand il s'améliore, le pneumocoque, l'atypique, quand il s'améliore, il a un signe, et quand le pneumocoque s'améliore, un signe. Mais surtout, le signe du pneumocoque, quand il s'améliore, il est pathognomonique. Lequel? C'est la reprise de la diurèse. La débâcle urinaire. Quand il a ça, parce que le pneumocoque induit en fait presque une insuffisance rénale temporaire. Si vous faites des créatinémies à des malades qui ont des infections en pneumocoque, vous avez une créatine qui s'élève. Ce n'est pas le cas de l'atypique. Et je vais un peu avec Salim quand il a dit ce patient-là qui a fait ça, regardez s'il n'a pas quelque chose au niveau des sinus, parce que généralement ces patients-là diabétiques peuvent faire des sinusites avec des emboles respiratoires qui vont directement en bas et qui peuvent... Voilà. Bon, j'espère qu'on a... Il y a une question à poser. Il y a une dernière question. Voilà, une petite remarque. Je pense que le scanner s'impose avec la fibroscopie. On peut avoir une fibroscopie qui est normale et le scanner peut montrer... On n'a pas beaucoup d'argent en Tunisie. Oh, non, mais j'ai dit... je pense qu'il faut... Non, en Tunisie, il est beaucoup plus cher. Je pense qu'il faut faire les deux en même temps. Mais de toute façon, le bon sens clinique. Oui. Une radio qui se nettoie totalement... Non, mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai appris une médecine avec deux générations différentes. La génération de la médecine philosophique ou la génération de la médecine numérique. Je peux vous dire que si un malade a présenté une pneumopathie, qu'il a guéri, que vous n'avez rien au scanner, à la fibroscopie, si vous allez le retraumatiser avec un scanner qu'il va faire, c'est 3 jours de traumatisme qu'il va avoir. Inutilement, parce que vous n'allez rien trouver si la fibroscopie n'a rien montré. Semi Kamoun, tu as une question à poser? Ok. Voilà, on vous remercie.